Bonsoir tout le monde. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce cycle qui suit, pour beaucoup d'entre vous, chronologiquement des cycles déjà parcourus. Donc d'abord les présocratiques et puis Platon. Maintenant on arrive à Aristote, là, en poursuivant la marche de l'histoire. Et je voudrais d'abord remercier encore une fois le Théâtre Toursky qui nous prête généreusement sa petite salle. Remercier aussi l'association des Amis de Richard Martin qui favorise, qui facilite l'accueil dans ce théâtre. Et puis, pour une fois, je veux aussi saluer les auditeurs qui nous écoutent sur YouTube, parce qu'il commence à y en avoir beaucoup de partout dans le monde. Et je trouve que c'est formidable et je les invite à réagir sur le site de YouTube s'ils en ont envie. Donc Aristote, un fondateur méconnu. Alors pourquoi cette formule? Parce que Aristote, c'est à la fois un philosophe dont tout le monde connaît le nom et dont très peu de monde connaît vraiment la philosophie. C'est plus encore que les autres, un philosophe qu'on a tendance à connaître superficiellement. Et il y a des raisons, en fait, qui expliquent en partie cette méconnaissance qui lui est assez particulière. La raison principale, c'est que son œuvre n'est pas formulée, n'est pas exprimée, publiée de la même manière que celle de Platon, c'est-à-dire d'une façon qui s'adresse à un public assez large, comme Platon le faisait avec ses dialogues, où vous aurez certainement remarqué qu'on peut distinguer plusieurs niveaux de lecture ou de compréhension. On peut entrer tout de suite dans un dialogue de Platon et avoir une première impression, parce que l'écriture inclut une mise en scène avec des personnages, dont une partie sont des personnages historiques, qu'il y a des allusions à des événements contemporain, que Platon prend soin de mettre des petites scènes très vivantes, très colorées pour alléger un peu le message philosophique, qu'il utilise aussi parfois des impressions, des opinions de la vie quotidienne, des exemples de la vie quotidienne. Bref, Platon a fait dans ses dialogues cet effort didactique, cet effort pédagogique pour permettre d'entrer dans sa pensée. Alors Aristote ne l'a-t-il pas fait? On pense qu'il l'a fait, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs de l'Antiquité qui disent qu'Aristote avait écrit des dialogues à la manière de Platon, mais on les aurait tous perdus. Donc ce qu'on a de son œuvre, c'est au contraire des textes extrêmement denses, extrêmement serrés, extrêmement techniques, qui vont droit au but sur une question très complexe et qui ne font absolument aucun effort didactique. Pour quelle raison? Eh bien, probablement, c'est du moins l'explication qu'on essaye de donner, probablement parce que ces œuvres n'étaient pas destinées à être publiées telles quelles en dehors du cercle de l'école platonicienne ou aristotélicienne, parce qu'il a été un peu dans les deux écoles, et étaient donc destinées à des auditeurs qui connaissaient déjà une bonne partie des concepts utilisés, qui étaient familiers avec ce type de raisonnement, qui connaissaient bien les débats philosophiques de l'époque, et donc il suffisait d'y faire une allusion, et ça suffisait. Mais pour nous, lecteurs contemporains, une allusion à un débat de l'époque ne nous suffit pas toujours, évidemment, d'abord pour nous rappeler de quoi il s'agissait, enfin pour nous évoquer de quoi il s'agissait, et ensuite pour comprendre ce qu'Aristote essaye de rappeler de ce débat. Donc voilà une des raisons pour lesquelles son œuvre est difficile et il faut vraiment un apprentissage pour pouvoir l'aborder. D'autre part, il y a eu aussi, disons, beaucoup de controverses d'interprétation autour de l'œuvre d'Aristote et certains paradoxes, un paradoxe par exemple comme le fait que Aristote est en même temps celui qui a jeté les bases des méthodes scientifiques, des méthodes au pluriel, il y a beaucoup de méthodes scientifiques qui sont initiées par Aristote, et des méthodes logiques aussi, toute une série de distinctions logiques, mais en même temps, Aristote est connu aussi pour avoir été un obstacle au progrès de la philosophie à l'époque moderne. Ou du moins, l'aristotélisme, bien sûr, il faudra bien sûr faire cette distinction, a été un obstacle lorsque, à la fin de la Renaissance, au début de l'époque moderne, on recommence à faire vraiment des découvertes scientifiques. Aristote est un peu l'homme à abattre, parce qu'il représente la tradition, une sclérose, tout ça, on sait bien que c'est dû principalement
à une tradition scolaire qu'on a même appelée scolastique, hein, une tradition donc de commentaires figés, de dogmatisme figé, dont Aristote n'est pas du tout responsable. Et j'irais jusqu'à dire qu'il est certain que si Aristote avait pu être projeté au XVIe ou au XVIIe siècle, il aurait été le premier à remanier complètement sa théorie en fonction des nouvelles données d'observation qui à ce moment-là étaient disponibles. Grâce à quoi ? Grâce à des moyens techniques avant tout, hein, des moyens techniques qui avaient vraiment ouvert un nouvel horizon de découverte et donc aussi de correction des théories hein, qui auparavant ne pouvaient pas en profiter. Donc ça c'est un des paradoxes et ça m'intéressera de montrer, enfin de parcourir avec vous au fond ce qui reste justement de l'institution scientifique apportée par Aristote, ce qui reste de absolument valide dans son attitude par rapport à la science, et en particulier qu'est-ce qui fait qu'un énoncé, un discours est scientifique ou ne l'est pas. Ça reste, hein, en dépit effectivement des erreurs qui se trouvent dans ses observations et beaucoup plus rarement dans ses interprétations d'observations. Il y a eu beaucoup de controverses, je vous disais, autour d'Aristote, et il y en a encore beaucoup à l'heure actuelle, parce que sur les points, disons, les plus métaphysiques, on verra après ce que le mot signifie exactement, mais sur les points les plus métaphysiques de sa philosophie, Aristote a été très tôt, dès l'Antiquité, déformé. Il a été très tôt réutilisé à l'appui de philosophie qui n'était pas la sienne, d'abord par le néoplatonisme, qui a vraiment ouvert le chemin au monothéisme. Le néoplatonisme est une philosophie telle que c'est une philosophie qui essaye de faire remonter toutes les explications de l'ensemble des étangs vers un principe unique. Son importance est vraiment dans la remontée au principe unique. Bon, c'est une tendance qu'on voit déjà chez Platon, mais c'est très très fort renforcé, parce que chez Platon, il restait une multiplicité d'explications, une multiplicité de principes. Les idées sont multiples, elles ne sont pas réduites à une. Mais justement, le néoplatonisme le dépasse en ce sens, hein, vers cette réduction à l'un. Cette réduction, évidemment, elle prépare le terrain pour le monothéisme, qui n'aura plus qu'à récupérer ce principe premier en l'appelant Dieu. Donc voilà Aristote, hein, qui est tout de suite engagé dans une voie qui n'est pas du tout la sienne. Et là aussi, il y a vraiment un enjeu à retrouver un Aristote qui ne conçoit absolument aucune réduction à l'unité, qui ne garde immédiatement la multiplicité. Donc c'est une banalité hein, de dire que toute unité est unité d'une multiplicité. C'est vraiment une banalité. Celui qui le dit comme une grande découverte, il n'est pas au courant du fait qu'on l'utilise depuis Platon, depuis Aristote. Donc toute unité est celle d'une multiplicité, sauf quelques exceptions extrêmement ponctuelles, comme par exemple en géométrie, le point. Le point en géométrie est défini comme étant une unité absolue, donc n'ayant aucune divisibilité, aucune extension, aucune dimension, mais c'est une exception. La plupart du temps, bon, toute unité réunie du multiple. Bon, tout ça pour dire que Aristote, c'est vraiment un irréductible de la multiplicité. Et ça aussi, c'est un enjeu donc de le montrer, de ne pas penser que Aristote, c'est Thomas d'Aquin ou c'est Avicenne ou Averroès hein, qui l'ont porté, qui l'ont fait connaître, mais qui l'ont aussi réutilisé à leur manière. Alors ça aussi, évidemment, c'est un obstacle à un accès facile, à un accès, je dirais, courant, commun à Aristote, parce qu'on a l'impression que pour vraiment saisir ce genre d'enjeu, il faut entrer dans ces controverses entre spécialistes, et à l'heure actuelle encore, des spécialistes d'Aristote continuent à avoir un discours thomiste ou un discours de type néoplatonisant sur Aristote. Donc ça continue à être, et donc si vous abordez certaines, enfin si vous voulez lire des ouvrages consacré à Aristote, vous pourrez le constater. Hein, vous constaterez des interprétations encore très diverses. Donc il faudra aussi évidemment montrer pourquoi, en fonction de quels arguments, on peut penser que l'une est plus valide que l'autre. Il faudra montrer ça. Donc c'est un philosophe très complexe. Hein. Chaque question qu'il étudie est étudiée d'une manière extrêmement complexe et c'est impossible de le réduire à des formules toutes faites. C'est pourquoi, quand on entend parler d'Aristote, c'est souvent des affirmations fausses qu'on entend. Parce que justement, si on veut le simplifier, on trahit complètement sa pensée. On est tout de suite dans quelque chose de faux.
Par ailleurs, la manière dont son œuvre a été transmise a subi tellement d'aléas, contrairement à celle de Platon, qui a été beaucoup plus tranquillement recopiée et transmise, a subi tellement d'aléas que certains textes qui sont donnés pour des textes d'Aristote semblent contradictoires entre eux, semblent énoncer des thèses contradictoires, de telle façon que là aussi, on a émis toute une série d'hypothèses pour essayer de comprendre ces contradictions. On en rencontrera peut-être au fur et à mesure l'une ou l'autre, où on pourra un petit peu comprendre mieux dans chaque cas ce qui se passe, mais pour le dire d'abord en général, c'est à partir du XIXe siècle qu'on a commencé à vraiment déployer des efforts philologiques et philosophiques, et disons d'histoire de la philosophie, pour revenir à la lettre du texte d'Aristote. Mais c'est surtout au XXe siècle qu'on a commencé à se détacher des interprétations dominantes, qui étaient principalement thomistes, donc, thomistes, influencés très fort par Thomas d'Aquin. On peut même situer un moment particulièrement marquant dans ce renouvellement de la pensée d'Aristote, c'est 1962. En 1962, Pierre Aubanc, vous l'avez dans la petite notice bibliographique, j'ai mis très peu d'œuvres, d'ouvrages que vous pouvez consulter éventuellement, mais celui-là est très important. L'ouvrage de Pierre Aubanc rouvre complètement l'interprétation d'Aristote, en montrant qu'en fait, la métaphysique, aussi les œuvres qui y sont liées, mais principalement la métaphysique, est en fait une thèse tout à fait ouverte et non pas fermée sur cette fameuse réduction au principe qui remonte jusqu'à un premier absolu, etc. Et à partir de lui, il est devenu impossible de soutenir l'ancienne thèse. Non, malheureusement, ce n'est pas devenu impossible, certains continuent, mais enfin, il y a eu de plus en plus, disons, d'études dans ce sillage. Et on a de mieux en mieux compris toute la richesse pour notre propre pensée de cette pensée. Je veux dire, en effectuant ce dépoussiérage, on se rend compte que ce n'est pas une pensée dépassée, que c'est une pensée qui est toujours utile, non, bon, pas dans ses détails descriptifs, bien sûr, où il y a des erreurs, mais en tout cas dans son interprétation générale, enfin, vous allez voir au fur et à mesure sans doute comment. Et avant d'approfondir un tout petit peu ces aléas de la transmission de l'œuvre, on peut peut-être dire trois mots de la vie d'Aristote, des conditions dans lesquelles il a écrit cette œuvre. Donc vous avez une petite notice biographique. Elle est très limitée, parce qu'on sait très peu de choses, disons de sources sûres sur Aristote. Il y a des sources doxographiques du genre de Diogène Laërce, dont je vous ai déjà parlé à propos des présocratiques, qui accumulent une série de petites anecdotes, de petites histoires, de petits témoignages, mais qui sont extrêmement peu fiables, donc c'est quasiment inutilisable. Et finalement, donc, les historiens de la philosophie, en cherchant à recouper une série de témoignages et de petites allusions dans d'autres textes, ont fini par reconstituer, disons, quelques points sur lesquels on peut quand même se reposer, dont on peut être à peu près certain. Et ce sont ceux-là que je vous propose, juste pour montrer dans quel contexte on se trouve. Aristote est né en 384 avant notre ère, c'est-à-dire à peu près 40 ans après Platon. Donc, Platon est à peu près de 40 ans son aîné. Socrate a été mis à mort en 399. Donc vous voyez, Aristote ne l'a jamais connu, bien sûr. 404, c'est la fin de la guerre du Péloponnèse. Mais les cités sont épuisées, sont exsangues en raison de cette guerre. Le système démocratique ne fonctionne plus très bien, il est beaucoup remis en question. Il a été par 2 fois dans les dernières décennies renversé par un coup d'État, puis la démocratie a pu être restaurée, mais on a conscience de sa fragilité. Aristote vient d'une petite cité qui s'appelle Stagyre, qui se trouve en Chalcidique. La Chalcidique, c'est cette petite péninsule au nord de la Grèce, cette petite péninsule en forme de main à 3 doigts, qui se trouve juste à côté de la Macédoine
et de la Thrace. Donc il est très près de la Macédoine, et il semblerait que son père ait été même médecin à la cour de Macédoine. Donc il est lié à la Macédoine par sa famille. Mais il se fait que vers la fin de la vie d'Aristote, il y a un événement important qui se passe pour la Grèce, c'est que Philippe de Macédoine conquiert la Grèce. Donc il établit une tutelle sur les cités grecques qui continuent à avoir une sorte de semblant d'autonomie, mais en réalité sont gouvernées de manière centralisée par la Macédoine. Donc il y a un bouleversement politique qui se fait, alors même qu'Aristote consacre une bonne partie de son œuvre à étudier le phénomène de la cité tel qu'il existait au siècle précédent, au 5e siècle, et tel qu'il n'existe plus à son époque. Donc c'est très intéressant de voir qu'il est comme un témoin presque rétrospectif d'un système qui est en train de mourir. Aristote avait d'ailleurs recueilli, parmi toutes ses œuvres perdues, il avait d'ailleurs recueilli, sans doute pas tout seul, mais avec ses collaborateurs, plus de 150 constitutions de cités différentes. Plus de 150 constitutions différentes, dont on a retrouvé, par hasard, sur un papyrus, à la fin du XIXe siècle, une seule, la Constitution d'Athènes. Et donc, moi, ce genre de découverte est formidable, évidemment, quand on croit qu'il nous manque énormément de choses, et puis on découvre un papyrus conservé avec une œuvre d'un grand auteur. Bon, on se réjouit. Et de fait, dans cette Constitution d'Athènes, on voit que Aristote n'y décrit pas seulement les institutions de la cité d'Athènes, donc comment fonctionnent ses différents pouvoirs, son pouvoir législatif, donc son assemblée, ses différentes charges gouvernementales, son pouvoir judiciaire. Il ne montre pas seulement ça, mais il en explique aussi tout l'historique, comment ça s'est installé au cours des siècles. Donc c'est une source formidable, évidemment, pour comprendre les luttes sociales, les luttes politiques, pour l'obtention d'une citoyenneté plus participative, etc. Donc c'est toute une source formidable. Bon, malheureusement, sur les 150 ou plus, on en a retrouvé une, pour vous dire parfois les pertes qu'on a subies. Donc voilà le contexte politique dans lequel Aristote a vécu. Et pour poursuivre les quelques indications qu'on a, il arrive à Athènes vers 17-18 ans pour assister aux cours de Platon, pour entrer dans l'académie de Platon. Les écoles philosophiques de l'époque, donc aussi bien l'Académie de Platon que l'école d'Aristote quand il la fondera, ne sont pas des institutions qui ressemblent ni certainement à notre lycée, ni encore moins à notre université. Ce sont ce qu'on appellerait peut-être actuellement des centres de recherche. En fait, comme un centre de recherche actuel, il y a évidemment un fondateur, il y a des professeurs qui ont déjà une carrière longue et fructueuse derrière eux et qui sont là pour guider les jeunes qui arrivent, qui sont là pour leur exposer, pour leur apprendre des choses et puis pour les initier à la recherche en fait, les faire découvrir leur propre voie, les faire participer. Et donc il faut la voir comme ayant, ces écoles, il faut les voir comme ayant à la fois des cours qui sont dispensés par ou bien le fondateur, ou bien des assistants, des gens qui sont déjà bien initiés. Et puis, il faut voir aussi qu'il y a des discussions et qu'il y a la possibilité pour les participants, pour les membres qui ont déjà un peu d'expérience, d'élaborer leur propre théorie. Il est parfaitement possible, dans le cadre de ces écoles, de contester la théorie, disons, du fondateur et de proposer des variantes, des mises en question, des modifications, des remodelages. Et c'est certainement ce qu'Aristote a fait pendant qu'il était membre de l'Académie, on ne va pas dire seulement élève, puisqu'il est resté 20 ans. 20 ans au contact de Platon et d'autres collaborateurs, de telle sorte qu'il a déjà commencé à ce moment-là, ça on en est sûr, à déployer sa propre pensée et donc à critiquer la théorie platonicienne. Alors, à la mort de Platon, c'est son neveu Speusippe qui lui succède à l'Académie comme responsable. Et Aristote s'en va, peut-être pas parce qu'il est en désaccord avec Speusippe, mais peut-être simplement parce qu'il estime en avoir suffisamment appris dans ce cadre-là. Et il va d'abord se rendre à Atarnée, une petite cité d'Asie mineure, où se trouve un de ses amis, et aussi qui avait été aussi élève à l'Académie, qui s'appelle Hermias. Alors on dit qu'il est tyran d'Atarnée. Le mot tyran
est très ambigu en fait. C'est comme si on disait monarque, on peut avoir des bons monarques et des mauvais monarques. On peut avoir des monarques dictatoriaux et on peut avoir des monarques éclairés. Tyrannos, le mot tyrannos a les deux sens. Par exemple, la pièce de Sophocle, Édipe roi, eh bien, elle s'appelle Édipe tyrannos. Donc ce n'est pas nécessairement un tyran sanguinaire. Enfin, pour être ami d'Aristote, ce serait étonnant. Mais il se fait que cet ami se fait assassiner par l'ordre des Perses. Alors les Perses, bien sûr, les Grecs les avaient vaincus lors des guerres médiques, 490, 480 déjà. L'armée perse est refoulée et les cités grecques d'Asie mineure sont délivrées. Mais enfin, la pression perse n'arrête jamais de se poursuivre et de temps en temps de détruire telle ou telle cité, d'avoir telle ou telle agression. Donc, l'ami d'Aristote se fait assassiner et Aristote se rend alors sur l'île de Lesbos, où il poursuit, on sait qu'il poursuit notamment ses observations zoologiques. Alors ça, on peut le reconstituer parce que il a particulièrement insisté sur la description d'animaux ou de plantes qui se trouvent particulièrement sur cette île. Donc là, pour une fois, on a une indication d'un lieu et de quelque chose qui concerne son environnement. Parce que Aristote ne met jamais dans ses œuvres d'indication de son environnement. Donc on en est réduit à ne pas savoir quand il a écrit quelle œuvre, où il était, dans quel contexte. C'est très difficile de le savoir, contrairement, encore une fois, à ce qu'on trouve chez Platon. Alors, en 342, il est appelé par Philippe de Macédoine pour être précepteur d'Alexandre, du jeune Alexandre. Bon, précepteur, c'est-à-dire pour lui apprendre la culture, les mathématiques, les sciences. Alexandre est adolescent. Et donc il reste pendant 6 ans, pendant toute l'adolescence d'Alexandre, il reste son professeur en fait de matières diverses, de tout ce qui est l'étendue des savoirs de l'époque. Il n'a jamais été son conseiller, comme on l'entend parfois. Il n'a jamais été conseiller d'Alexandre comme prince conquérant. À la mort de Philippe de Macédoine, quand Alexandre devient justement roi de Macédoine et conquérant, Aristote retourne à Athènes et c'est alors qu'il crée le lycée, sa propre école, qui s'appelle lycée parce qu'elle se trouve dans un gymnase. Les écoles étaient souvent dans un gymnase, public bien sûr. Gymnase, donc c'est-à-dire édifice public où tout le monde peut aller et où on peut réunir des gens pour se regrouper pour discuter ou pour apprendre. Et ce gymnase se trouvait près du temple d'Apollon Lycien. Lycien, donc une des épithètes d'Apollon qui a à voir avec Lucos le loup, Apollon, maître des loups. Donc voilà pourquoi on dit le lycée, c'est pur toponyme en fait. Les relations d'Aristote avec la Macédoine se sont en réalité fort gâtées parce que le neveu d'Aristote, qui s'appelait Callisthène, a accompagné Alexandre dans ses conquêtes dans le but de recueillir des informations scientifiques justement sur les pays qu'ils allaient conquérir. Un peu comme Napoléon a entraîné avec lui des savants, des archéologues, etc. De la même façon, ouais, forcément, on sait qui a imité l'autre. Bon. De la même façon, donc Callisthène a accompagné Alexandre et ça s'est mal passé parce qu'il y a eu à un certain moment une révolte des accompagnateurs grecs, des accompagnants, ou bien des généraux ou bien des accompagnants scientifiques d'Alexandre. Il y a eu une révolte parce qu'ils estimaient qu'Alexandre adoptait la manière asiatique de gouverner et de traiter donc ses subordonnés, et non plus une manière grecque qui était qu'on s'adressait à des hommes libres. Et donc ils sentaient qu'Alexandre voulait les soumettre, comme un despote oriental soumet ses subordonnés, et ne s'adressait plus à lui comme à des hommes libres. Et donc il y a eu un complot contre lui qui a été découvert, et tous ces gens ont été mis à mort, y compris le neveu d'Aristote. Donc on peut penser que Aristote n'approuvait plus du tout, évidemment, ce qui se passait avec la conquête d'Alexandre. Il n'empêche que, au moment de la mort d'Alexandre, donc la Grèce est toujours sous tutelle macédonienne et ça ne changera pas. Les généraux se partagent le gouvernement de l'ensemble de l'Empire. Mais il y a quand même une petite révolte contre le parti macédonien et on assimile Aristote à ce parti macédonien, simplement en raison de ses origines et de son passé. Donc il doit fuir.
Mais de toute façon, le pauvre n'en a plus pour longtemps parce qu'il avait une maladie de l'estomac et donc il meurt à 62 ans dans la cité de sa mère, Chalcis. Alors, on sait que, enfin on suppose, disons on apprend, mais on suppose que c'est vrai, qu'il a remis donc non seulement la direction du lycée, mais aussi toute son œuvre et même peut-être la tutelle de ses enfants encore mineurs à son ami Théophraste. Théophraste qui était un élève d'abord, mais pas beaucoup plus jeune que lui, un élève et qui est devenu vraiment un ami proche. Donc Théophraste prend sa succession et Théophraste poursuit d'une certaine manière l'œuvre d'Aristote, mais tout de même en n'ayant pas le même éventail d'intérêts, en ne poursuivant pas tous les mêmes intérêts. Théophraste, c'est plutôt quelqu'un qui aime recueillir les informations, mais qui n'aime pas tant réfléchir philosophiquement. Donc là, c'est déjà mal parti comme héritage philosophique. Théophraste, par exemple, a écrit un traité sur les plantes, parce qu'il il poursuit les travaux biologiques d'Aristote, les observations. Mais il écrit aussi un traité d'éthique qui est assez connu parce qu'il s'appelle Les caractères et il a inspiré les caractères de la Bruyère. Mais c'est aussi un traité purement descriptif. On n'a plus cette exigence philosophique qui est de savoir qu'est-ce qui vaut, en fonction de quels critères ça vaut, qu'est-ce qu'on choisit, pourquoi, qu'est-ce qui est propre à l'humain, pourquoi, qu'est-ce qui nous semble plus digne de l'humain et pourquoi, qu'est-ce qui, dans l'observation que nous pouvons avoir du réel, nous l'explique en dernier recours, ou de la manière la plus générale, nous permet de comprendre comment ça fonctionne. Bon, tout ça se perd très vite. Et avec les successeurs de Théophraste, ça ne s'arrange pas. Donc on a une liste de noms que nous a transmis la tradition donc de successeurs au lycée, de professeurs au lycée, mais dont aucun n'émerge comme ayant apporté quelque chose de plus à la théorie aristotélicienne. Donc cette théorie, elle se transmet, vaille que vaille, en n'étant pas finalement très étudiée dans ces parties qui nous semblent à nous les plus intéressantes. Et puis, il se passe un événement à propos de son œuvre important pour nous, qui est au 1er siècle avant notre ère. Un certain Andronikos de Rhodes, membre du lycée, rassemble pour la première fois tous les traités éparpillés d'Aristote en un seul corpus qu'il essaye d'agencer selon un ordre thématique et en réunissant sous un seul titre des traités qui étaient fragmentaires, puis des morceaux qui étaient épars et qui n'étaient ni étudiés ensemble, ni peut-être écrits, qui n'avaient peut-être pas été écrits même comme une continuité. C'est le premier effort donc pour donner un ordre que Aristote lui-même n'avait pas pu donner à l'ensemble de son œuvre. Et cette manière de rassembler les traités dure encore jusque maintenant, c'est-à-dire les éditions actuelles sont encore basées sur cette division. Par exemple, la métaphysique, c'est un rassemblement de 14 livres séparés dont nous voyons très clairement qu'ils n'ont pas été écrits d'un seul jet parce qu'il n'y a pas de continuité, entre certains oui, mais entre d'autres pas du tout. On ne sait pas s'ils ont été écrits en même temps, pour le même public, dans la même intention, s'ils ont finalement le même objet. Bref, cet assemblage qu'a réalisé Andronikos nous pose des problèmes à l'interprétation depuis lors et jusque maintenant. Bon, tous les cas ne sont pas aussi difficiles que la métaphysique, bien sûr. Il y a des traités qui sont très simples à classer thématiquement et pour lesquels ce genre de heurts entre certains passages et d'autres n'existe pas, heureusement. Alors un autre événement important dans la succession d'Aristote, c'est au IIe siècle de notre ère, un successeur de l'école qui s'appelle Alexandre d'Aphrodise. Aphrodise, c'est une cité d'Asie mineure, mais il semble qu'Alexandre aussi ait été à l'école d'Athènes, était plutôt membre de l'école d'Athènes d'Aristote. Et cet Alexandre écrit des commentaires aux ouvrages principaux d'Aristote, ouvrages principaux, métaphysique, physique et certains traités logiques, opérant de ce fait aussi, mais pas lui tout seul, une certaine sélection dans ce qui intéresse encore dans l'ensemble du corpus aristotélicien, dans ce qui intéresse encore cette époque. Bon, je reviendrai sur cette sélection. Et Alexandre, donc, n'initie pas, mais en tout cas rend très très populaire et développe
la technique du commentaire. À partir de là, dans ces siècles-là, on aura énormément de commentaires et très peu d'œuvres originales. C'est d'ailleurs le début d'une scolastique, hein. Le commentaire, c'est le début d'une scolastique. On n'essaie plus de faire œuvres nouvelles, on se contente de... Alors commenter, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire expliquer d'abord, parce que depuis tous les siècles qui sont passés, on ne comprend plus nécessairement ce que ça signifiait. Expliquer, comparer et polémiquer avec les autres écoles. Beaucoup de polémiques dans ces périodes-là. Chacun essaye de défendre sa propre théorie, la théorie de son école, en multipliant toutes sortes d'arguments, hein, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais, qui auraient plus ou moins paru bons au fondateur. Et donc on arrive à une toute autre pratique philosophique, en somme, c'est une toute autre pratique. Mais surtout, Alexandre est important parce que c'est lui qui initie cette déformation vers un principe unique, vers une monarchie philosophique chez Aristote. Alors que le néoplatonisme n'est pas encore né, Plotin est un tout petit peu postérieur à Alexandre, mais déjà on voit cette tendance réductionniste. Et Plotin évidemment la décuplera. Alors ça se marque... Alexandre est réputé pour être un commentateur fidèle à Aristote, et le comprenant bien et le déformant peu, mais ça se marque évidemment sur des points particulièrement délicats, et encore une fois, c'est dans la métaphysique que ça se voit le plus. C'est pas étonnant, la métaphysique, c'est vraiment ce qu'on appelle maintenant la philosophie. Il faut bien dire que dans toute l'œuvre d'Aristote, il y a des tas de parties qui ne sont pas de la philosophie pour nous. Les descriptions biologiques, les descriptions de la poétique, par exemple, même s'il y a quand même une certaine philosophie esthétique qui s'y dessine. La première édition imprimée de l'œuvre d'Aristote, elle a lieu au XVe siècle, fin du XVe siècle, par un érudit italien, dont vous avez peut-être déjà bien entendu parler, qui s'appelle Aldemanus. Ou Manusius parfois. Et c'est donc une impression qui se fait à Venise en grec, et grâce non seulement donc au corpus qui s'était transmis depuis Andronikos, donc grâce à des manuscrits qui ont été copiés de manière ininterrompue jusque-là, mais surtout grâce à tout ce détour bien connu de l'œuvre d'Aristote par l'Orient, notamment l'Orient arabe. Comment s'est fait ce détour? Eh bien, en grande partie, on le sait grâce à Simplicius, ce bon Simplicius dont je vous ai déjà parlé, commentateur néoplatonicien grâce auquel on a la majorité des citations des présocratiques. Il vivait au VIe siècle et il a vécu la fermeture des écoles philosophiques païennes par le pouvoir byzantin chrétien. Donc les païens ont été chassés, ils n'ont plus pu exercer leur philosophie, n'ont plus pu professer leur philosophie, et ils se sont alors réfugiés, Simplicius donc en témoigne, ils se sont alors réfugiés en Syrie, à Damas. Damas est devenu alors un foyer intellectuel qui a recueilli l'héritage grec. Et de là, ça s'est transmis, évidemment, bon, là on est au VIe siècle, il n'y a pas encore l'islam, mais ensuite ça s'est transmis au sein de l'islam et ça a été repris avec une certaine convergence avec le monothéisme musulman. Donc une bonne partie des philosophes grecs ont été traduits en syriaque, et puis de là en arabe. Et puis, comme on le sait, c'est revenu de nouveau, l'arabe a été traduit en latin, c'est revenu dans l'Occident chrétien. Et c'est notamment revenu, juste un peu avant cette édition imprimée, Aldemanus a bénéficié du fait que lors de la chute de l'Empire byzantin devant l'Empire ottoman, devant les Ottomans, beaucoup de gens ont fui de nouveau. Et du coup, ils ont fui vers l'Occident, qui était encore chrétien. C'est pourquoi ils ont emporté avec eux, alors les érudits, les lettrés ont emporté avec eux leur bibliothèque, et grâce à ça, donc, on a pu rassembler, lors de la Renaissance, beaucoup plus d'écrits dont certains n'existaient plus du côté occidental. Donc voilà comment ça peut être très tumultueux, la manière dont on se conserve toute une tradition écrite. Cette version imprimée a servi à son tour de base. Donc déjà lui, Manus, avait fait tout un travail sur différents manuscrits.
Parce que les différents manuscrits qui ou bien étaient restés dans les monastères latins ou bien étaient passés par le biais de l'arabe, bon, ces différents manuscrits souvent possédaient des variantes. C'est-à-dire, oui, évidemment, quand on copie, on fait toujours une petite erreur d'inattention, on fait toujours une petite transformation par-ci, par-là. Donc, ou bien on ne comprend plus quelque chose, alors on remplace un mot par un autre qu'on comprend mieux. Évidemment, tout ça peut arriver. Et donc, dans tous les manuscrits, il y a des erreurs, nécessairement. Donc, on compare, quand on fait une édition, on compare les manuscrits et on choisit la version qui paraît à l'éditeur la plus vraisemblablement la version originale. Pour toute une série de raisons philologiques, des raisons de langue, des raisons de... en écartant les anachronismes éventuels, etc. Donc le travail qu'a fait Aldemanus a profité au XIXe siècle, quand les Allemands se sont emparés de la philologie, enfin quand les Allemands ont fait vraiment culminer la philologie, et aussi d'une manière générale les autres études de l'Antiquité, que ce soit archéologie, histoire de la littérature, donc en fait tous les aspects de la recherche sur l'Antiquité, les Allemands donc ont fait une nouvelle édition imprimée du corpus aristotélicien, qui fait toujours référence actuellement. Donc c'est l'édition de Emmanuel Becker, édition de Berlin en 1831, qui sert toujours de référence, même si depuis lors, chaque édition essaye de améliorer encore le texte, par exemple parce qu'on découvre de nouveaux manuscrits, ou qu'on les relit plus attentivement, ou parce qu'on utilise aussi les témoignages des commentateurs arabes, ou des commentateurs latins. Enfin, bref, on enrichit tout le temps, mais c'est la base. Et elle se présente comme ceci. En fait, ce sont deux tout gros volumes qui ont cette largeur, ouvert. Et vous voyez que le texte grec est disposé sur 2 colonnes. Sur chaque page, on a 2 colonnes de texte grec. Et puis en dessous, on a ce qu'on appelle l'apparat critique, apparat et critique, c'est-à-dire l'ensemble des variantes qui se trouvent dans les autres manuscrits et qu'on n'a pas retenues. Ces 2 colonnes, alors je vous les montre parce que c'est ce qui explique pourquoi, quand on fait référence à un passage d'Aristote, on le cite toujours de la même façon, c'est la citation conventionnelle. On met la page de cette édition de Becker, qui est en 2 énormes volumes, donc il y a à peu près 1500 pages en tout. Donc on met la page, mettons par exemple, supposons qu'on est dans la physique, on est autour des pages 200, et bien on mettra la page 200, et puis on indique A ou B selon que c'est la première ou la deuxième colonne. Donc le A ou B qu'on trouve chaque fois dans les références d'Aristote, c'est ça, c'est les colonnes. Donc par exemple 200A, et puis on mettra le numéro de la ligne, et ça va en général au grand maximum jusqu'à 39. Voilà, donc on aura une référence comme ça. Avant ça, on mettra par exemple physique, on indiquera le numéro du livre pour les traités qui sont en plusieurs livres, on le met en chiffres romains, par exemple physique 4, puis on mettra le numéro du chapitre, parce que chaque livre est divisé en chapitres, par exemple chapitre 10, et voilà. Donc, c'est pour vous familiariser, chaque fois que vous vous demandez donc d'où, si vous voulez aller vérifier un extrait, il faut vraiment aller vérifier. En général, quand on voit une citation, il faut aller vérifier le contexte, si la manière dont l'interprète le citateur est bien la bonne manière, etc. Donc, vous le trouverez de cette façon-là. Bon, j'en viens enfin à la structure de l'œuvre, et on va juste la parcourir, puisque bien sûr, après, on n'étudiera pas l'ensemble de cette œuvre, d'abord parce qu'elle est immense, et ensuite parce que tout n'est pas d'un intérêt philosophique, évidemment. Donc, juste pour bien pouvoir suivre les parties, les parties, donc les domaines du savoir que Aristote a approfondis, et les liens entre eux. Donc, on a d'abord toute une partie. Alors, là, elles sont mises... elles ne sont pas nécessairement mises dans l'ordre, ces œuvres, elles ne sont pas mises dans l'ordre où les a éditées Becker en suivant Aldemanus ou en suivant déjà Andronikos. Cet ordre peut se justifier selon les standards anciens, c'est-à-dire qu'on commence par la logique. Donc anciennement, le standard c'était qu'on commence par la logique, puis on introduit les traités
d'observation de la nature, en commençant par la physique, et puis on met tout à la fin les traités de philosophie pratique, mais la métaphysique vient tout à la fin aussi, alors qu'on pourrait dire la métaphysique, on aurait pu la situer au début des traités théoriques. Donc en fait, c'est l'ordre de l'édition de référence est un ordre qui reflète encore la manière scolaire d'étudier Aristote dans l'Antiquité tardive. Donc, on étudiait beaucoup Aristote dans les écoles philosophiques de l'Antiquité tardive, mais de cette manière très scolaire et très propédeutique. C'est-à-dire Aristote était considéré comme une introduction, en tout cas toutes ses œuvres logiques, comme une introduction pour ensuite pouvoir étudier n'importe quelle autre philosophie. On commençait par poser les concepts, surtout logiques, mais aussi scientifiques d'Aristote, avant de pouvoir aborder une autre œuvre. Et dans les écoles platoniciennes et néoplatoniciennes, on commençait par Aristote. Donc cette vieille rivalité, donc, alors même qu'on était dans une rivalité, une polémique, on admettait parfaitement qu'il fallait commencer par mettre en place les définitions aristotéliciennes, tellement elles étaient claires, tellement elles structuraient bien le savoir. C'est en ça aussi, bien sûr, qu'on peut dire qu'il est un fondateur. Et après seulement, on disait, bon, mais bien sûr, Platon a dépassé l'apport d'Aristote, et sur tout ce qui est vraiment métaphysique, on prenait, du coup, c'est Platon qui prenait le relais. Donc, nous n'allons plus considérer que ce qu'on appelle les traités logiques d'Aristote sont seulement de la logique, ou sont seulement si vous voulez, une propédeutique, c'est-à-dire une mise en place des outils dont on a besoin pour ensuite commencer vraiment le travail théorique. En fait, on s'est rendu compte que ces traités qui étaient rassemblés depuis l'Antiquité sous le terme organon, vous avez certainement rencontré le terme, organon, qui veut dire instrument, outil. Donc ce qu'on avait rassemblé sous ce titre ne constitue pas seulement un outil pour le savoir, ce sont aussi des traités qui donnent directement des informations absolument essentielles de type philosophique sur la structuration des étangs selon Aristote, et sur le rapport de connaissance, rapport entre le langage, la pensée et la réalité, donc qui sont immédiatement des données philosophiques. Donc on peut même dire qu'il y a une ontologie dans les traités logiques, puisqu'il est question du statut des étangs. Et il y a une théorie de la connaissance, une épistémologie, une étude de la science qui dépasse de loin ce qui serait simplement une introduction avant de commencer le travail philosophique. Donc on prend beaucoup plus au sérieux maintenant, dans la philosophie, ces ouvrages, disons, qu'on appelait logiques. Et donc si vous voulez les parcourir, les catégories, c'est l'ouvrage où apparaît la distinction entre les sujets et les attributs, mais surtout entre les 10 sortes différentes d'étangs. Donc il y a 10 sortes différentes de choses qui existent. On peut les classer, les choses qui existent, dans 10 grands genres, les 10 genres les plus généraux qu'on appelle les catégories. Et alors il y a une très grande ambiguïté dans ce terme de catégorie, puisque en même temps ça désigne ça, les genres des étangs, dans quoi on peut les rassembler comme classe, et en même temps ça désigne ce qu'on peut attribuer à un sujet. Alors parfois ça coïncide, parfois ça ne coïncide pas. Bon, on va voir ça plus en détail tout à l'heure. De l'interprétation, périherménéas en grec, parfois on voit encore le titre périherménéas translittéré en français. C'est la présentation des éléments du langage, de quoi est-il composé, de quel type de mots est composé le langage, et surtout quel est le rapport entre le langage et ce qu'il exprime. Donc c'est une théorie vraiment très très importante. Ensuite viennent les analytiques, premier et second ou postérieur, les deux traductions se trouvent. Les analytiques premiers sont entièrement consacrés à la théorie du syllogisme. Donc le syllogisme, c'est un raisonnement qui permet, à partir de certaines propositions qu'on appelle les prémices, de tirer une conclusion. Et si le schéma est fait d'une certaine manière conforme, la conclusion est nécessairement vraie si les prémices sont vraies.
Donc si les propositions de départ sont vraies, la conclusion sera vraie à condition de respecter un certain ordre des termes. Alors, je vous donne un exemple sur ce certain ordre des termes. Un syllogisme extrêmement banal, mais tout à fait valide, consiste à dire « tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». C'est un syllogisme tout à fait correct. Mais si vous dites par contre « tous les hommes sont mortels, mon chat est mortel, donc mon chat est un homme », ça ne marche plus. Donc il ne suffit pas effectivement de faire ce qui est une apparente déduction pour que cette déduction soit correcte. La question, c'est comment on met les termes, comment on agence les termes. Donc il faut qu'il y ait... donc si je dis « tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel », qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé le moyen terme, ça c'est ce qu'on appelle le moyen terme, c'est celui qui se retrouve dans les deux premières prémisses. Je ne peux pas le mettre n'importe comment, ce moyen terme. Dans la deuxième figure, enfin celle qui n'était pas valide, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dit « tous les hommes sont mortels, mon chat est mortel, donc mon chat est un homme », et en fait je n'avais pas le droit d'utiliser le moyen terme comme ça. Donc dans ce traité des premiers analytiques, Aristote étudie toutes les formules qui sont valides et toutes celles qui ne sont pas valides, et pourquoi. Il étudie aussi les différentes sortes de propositions qu'on peut utiliser comme prémices, donc en distinguant les universelles et les particulières, les affirmatives et les négatives, et aussi le mode de la proposition, c'est-à-dire est-ce qu'on donne le fait pour nécessaire, pour possible ou pour simplement existant. Et remarquez que ces trois formes, ces trois modes donc, de l'affirmation, le fait que je dis dans cette proposition est nécessaire, donc ça ne peut pas être autrement, ou simplement existant, je ne me prononce pas, ou seulement possible, mais peut-être même pas réalisé. Donc ces différents modes de la proposition, je vous fais juste remarquer qu'ils sont repris dans la critique de la raison pure de Kant comme des catégories de l'entendement. Des catégories de l'entendement, donc des structurations de l'entendement que nous devons avoir a priori pour pouvoir comprendre quoi que ce soit. Donc ce sont des distinctions qui sont tout à fait fondamentales. Je le dis pour dire que ce sont des distinctions tout à fait générales qui peuvent paraître extrêmement banales à l'heure actuelle, mais qui sont tout à fait fondamentales au sens de elles donnent des fondations à la construction du raisonnement logique pour justement montrer ce qui est valide, ce qui ne l'est pas. Bon, j'en dirai pas plus, on ne va pas détailler les premiers analytiques. Les seconds analytiques, c'est beaucoup plus une théorie générale de la science. Donc théorie de la connaissance, d'abord montrer qu'est-ce qui dans la connaissance est scientifique et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et pourquoi ? Parce qu'il y a des connaissances qui sont vraies mais qui ne sont pas scientifiques. Pourquoi ? Quelle est la distinction ? Là aussi, vous voyez à quel point c'est fondateur, qu'est-ce que c'est important de savoir comment on définit ce qui est scientifique. Et ensuite, comment construire une théorie scientifique. Bien sûr, on a besoin de raisonnements valides, ça a déjà été fait, mais on a besoin de propositions de départ qui soient vraies. Comment est-ce qu'on construit les propositions de départ ? Puisque les toutes premières, du moins, ne peuvent pas résulter déjà d'une déduction à partir d'autres. Comment on construit les premières propositions ? Donc c'est là que ça va être détaillé, donc on va y revenir un petit peu plus longuement, c'est le fondement de la science. Donc voilà l'importance des analytiques. Les topiques, c'est un traité qui est un peu en dehors de cet ensemble parce qu'il concerne la discussion dialectique. Et la discussion dialectique, c'est une discussion qui a surtout pour but de s'entraîner à la réfutation et à la soutenance d'une thèse, puisque en fait elle était mise en scène sous forme de joute entre deux adversaires. L'un devait défendre une thèse donnée et l'autre devait essayer de la réfuter, de l'attaquer, de la mettre à mal. Et c'était une sorte d'exercice, c'était présenté vraiment comme un exercice. Et en général, on disait que cette joute était dialectique parce que la thèse n'était pas une thèse scientifique. On n'essayait pas de découvrir une vérité scientifique par ce dialogue et cette confrontation. On prenait ce qu'on appelait un endoxone. Donc, vous reconnaissez dans le mot endoxone, doxa, la racine doxa, c'est une opinion. Mais ce n'est pas une simple opinion, n'importe laquelle.
l'endoxone, c'est une opinion qui est communément admise. C'est une opinion qui a une certaine autorité, qui a une certaine acceptation, soit générale, soit de la part des gens les plus en vue dans un certain domaine. Les gens qui font autorité, dont on se range à l'avis de préférence. Mais dans des domaines qu'Aristote définit comme n'étant pas susceptibles d'être connus scientifiquement. Donc encore une fois, tout repose sur cette distinction importante, qu'est-ce qui est susceptible d'être objet de science ou pas, et pourquoi. Donc ça peut être par exemple un adage traditionnel, comme par exemple, il faut toujours honorer ses parents. Donc vous voyez le genre de proposition tout à fait communément admise, tout à fait traditionnelle, mais qu'on pourrait éventuellement mettre en question. Et donc l'exercice consiste à dire, peut-être dans certains cas, il ne faut pas honorer ses parents. Alors il faut voir pourquoi. Et donc alors on élabore là-dessus des topoi, des lieux de la réfutation. Ça veut dire qu'on peut passer par exemple, la polysémie des termes. On peut dire, oui, mais si on ne prend pas le terme dans cette signification-là, mais dans une autre, alors ce n'est plus vrai. Ou bien on peut passer par, oui, mais il faut distinguer au sein d'un genre des espèces différentes. Pour cette espèce, c'est vrai, pour cette espèce, c'est pas vrai, etc., etc. Donc toute une série de lieux qui permettent de réfuter. Et on va distinguer du coup aussi, encore une fois, les réfutations valides des réfutations non valides. Et les réfutations non valides, on les appelle réfutations sophistiques. C'est un traité qui vraiment, comme certains ont même considéré comme la dernière partie des topiques, tellement il en constitue une annexe. Donc quand est-ce que c'est sophistique? C'est-à-dire que c'est une réfutation inacceptable, qui ne respecte pas la règle logique. Donc voilà pour cet ensemble qu'on appelle l'organon, mais dont on va retenir quand même des parties comme proprement philosophiques. Alors ce qu'on classe dans les sciences théoriques, on peut commencer par, on peut l'ouvrir, ce corpus des sciences théoriques, par la métaphysique. Pourquoi? Parce que la métaphysique, c'est la science la plus générale de tout ce qui existe. C'est comme ça que Aristote l'a défini. C'est la science la plus générale de tout ce qui est en tant que c'est. De l'étant en tant qu'étant ou être en tant qu'être. Ça, c'est une formule qu'il faut évidemment prendre bien le soin de comprendre complètement, donc on y viendra longuement, bien sûr. Et il faudra bien sûr justifier pourquoi il est possible qu'une seule et même science connaisse toute la diversité du réel. À quelles conditions est-il possible de ramener la diversité du réel à un certain nombre de principe, à nouveau, on retrouve toujours ce mot principe, là aussi, on va devoir bien saisir ce qu'il veut dire, ce mot-là. Mais c'est aussi la métaphysique, et ça c'est une des principales difficultés de compréhension de cette œuvre, c'est aussi l'étude des étangs non physiques. Des étangs non physiques, c'est-à-dire des étangs qui ne sont pas soumis à un changement quelconque, un changement quel qu'il soit. On pourrait penser, dit Aristote, on viendra à ces textes, on pourrait penser, dit Aristote, que tous les étangs sont soumis au changement, que tout est soumis au changement, comme l'ont dit beaucoup de présocratiques, qui connaissent très bien. Mais il en vient justement dans sa physique, et pour des raisons physiques, donc pour des raisons d'explication de la nature, il en vient à montrer progressivement qu'il faut poser qu'il existe des réalités qui ne sont pas soumises au changement. Donc on va voir pourquoi, tout ce raisonnement qui mène finalement à dire il y a certaines substances qui ne sont pas soumises à aucun changement, quel qu'il soit. Donc ces substances-là, la physique ne peut pas les étudier, puisque c'est l'étude des choses soumises au changement naturel, la physique. Donc il faut les attribuer à une autre science, et on va l'appeler, alors Aristote ne dit jamais qu'on l'appelle métaphysique, le mot métaphysique ne vient pas de lui. Et même, il ne viendra que plusieurs siècles après lui. On commence à le trouver chez Alexandre, justement, 2e siècle de notre ère. Donc il a mis longtemps à se développer, ce mot-là. Aristote l'appelle philosophie première. Philosophie première, donc l'étude des étangs non physiques. Et aussi l'étude la plus générale de tous les étangs. Et donc, ce que je disais, le principal problème de l'interprétation de cette œuvre, c'est de comprendre comment ces deux sciences différentes s'articulent entre elles pour donner un seul ouvrage. Mais le devait-elle déjà? Est-ce que ce n'est pas un rassemblement artificiel? On reviendra évidemment à tout ça. Donc voilà pour la métaphysique. Et la physique, comme je viens de le dire, c'est la théorie du changement naturel. Et
comment est-ce que Aristote définit ce que c'est qu'un être naturel, un étant naturel? C'est un étant qui possède le principe du mouvement en lui-même, à l'intérieur de lui. Donc la plante qui se développe à partir du germe parce que le germe a en lui cette impulsion vers le développement. Même chose pour l'animal qui se développe parce qu'il y a en lui, donc en même temps que le germe, que l'information de l'espèce, l'information de l'espèce vers laquelle il va se développer, en même temps que ça, il y a une sorte de moteur qui met en mouvement, ce qu'on dirait maintenant ces cellules, mais enfin qui met en mouvement le développement de sa matière. Donc ça c'est typiquement le mouvement naturel, par opposition au mouvement artificiel qui est ce que les humains produisent. Donc les règles techniques, les règles de la construction artisanale, technique. Mais Aristote utilise tout le temps les deux ensemble, il passe tout le temps de l'un à l'autre parce que c'est beaucoup plus facile pédagogiquement, pour une fois il a un souci pédagogique, d'utiliser le modèle de l'artisanat, de la fabrication. Je prends la matière, je lui impose une forme, c'est beaucoup plus facile que de dire dans l'embryogenèse, il y a la matière et la forme. Vous voyez, c'est bon, les deux sont très souvent étudiés ensemble. Donc ça c'est la physique. Et puis, il y a des traités qui détaillent une partie de la nature, une partie plus particulièrement, donc de manière plus spécifique. En particulier le traité du ciel, donc, qui étudie les astres et essaye de comprendre de quoi ils sont composés, à quoi est dû leur mouvement, et aussi, qui étudie aussi les phénomènes autour des astres, donc les météores, quoique les météores c'est surtout dans le traité qui s'appelle météorologique. Mais dans le traité du ciel, on a aussi une théorie du rapport entre le Soleil, la Lune, la Terre, donc même de la Terre, et une tentative d'explication de la gravité. La gravité, c'est-à-dire donc pourquoi ce qui est lourd a tendance à aller vers le bas et ce qui est léger vers le haut. Ça, c'est une des préoccupations d'Aristote qui, évidemment, il n'est jamais arrivé tout à fait à bien expliquer. Alors, de la génération et de la corruption, c'est aussi un traité à propos des éléments matériels, qui, chez Aristote, sont les 4 éléments de la tradition présocratique, élaborés progressivement par la tradition à la fois physique et médicale, parce que c'était aussi beaucoup étudié en médecine, donc feu, eau, terre et air, les interactions entre ces éléments et comment les corps se transforment en raison de la proportion des éléments en eux. Donc c'est une sorte de chimie élémentaire que ce traité-là. Donc là non plus, on ne va pas entrer dans les détails de ce traité. Les météorologiques, donc j'en ai parlé, l'explication des phénomènes, donc non seulement les phénomènes qui se passent dans le ciel, comme les comètes, les phénomènes météorologiques au sens actuel du terme, pluie, neige, grêle, vent, les vents, enfin bon, toutes ces choses-là, et puis aussi des phénomènes géologiques, tremblements de terre, volcans. Bon. Et il essaie de rendre compte de tous ces phénomènes observables. Là aussi, ça fait partie des parties, on va dire, les plus obsolètes de son œuvre, puisque aucune de ces explications ne sont scientifiquement correctes. Mais la seule chose intéressante, évidemment, à leur propos, c'est de voir la méthode qui est appliquée pour essayer de les comprendre, c'est-à-dire une méthode extrêmement rationaliste. On part de l'observation et on se dit quelles sont les possibilités, à quoi est-ce que ça peut être dû à partir des choses qu'on connaît, ou qu'on peut connaître, à partir d'un minimum d'expérience qu'on peut faire. Il y a quand même un minimum d'expérience, par exemple, le fait Aristote fait parfois allusion à cette expérience de plonger des outres gonflées d'air dans de l'eau et de voir qu'elles remontent, enfin des choses très élémentaires, mais qui veut dire que la démarche y est, mais que bien entendu les données sont complètement insuffisantes. Un traité ensuite, toujours dans les sciences de la nature, mais qui nous intéresse particulièrement, c'est le traité qui s'appelle de l'âme. De l'âme, alors il faut bien comprendre que l'âme, chez les Grecs, ça n'a rien à voir du tout avec l'âme chrétienne. C'est pas du tout une substance séparée du corps, qui peut s'en séparer justement, qui s'en sépare après la mort, ou qui peut s'incarner, se désincarner, pas du tout. Pour Aristote en tout cas, l'âme c'est simplement l'ensemble des fonctions d'un corps, l'ensemble des activités dont un corps est capable.
toutes les fonctions d'un corps, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et donc l'âme est différente selon les espèces de corps. Les différentes espèces de corps ne font pas les mêmes choses, n'ont pas les mêmes facultés, n'ont pas les mêmes activités. Et donc on les décrit par leurs activités, par leurs capacités. Donc c'est dans le traité de l'âme que Aristote s'étend sur les facultés des animaux en général, mais surtout des humains parmi les animaux. Donc sensation d'abord, imagination, mémoire, et puis progressivement comment la pensée se développe à partir de ces données. Et donc on a en fait ce qu'on retrouvera à l'époque moderne, une théorie de la connaissance à partir de la sensation, ce qu'on a appelé l'empirisme. Donc c'est de là que Aristote a cette réputation d'être un empiriste, et c'est pas faux, si ce n'est que l'empirisme ne signifie pas que la connaissance sensible est suffisante, il signifie que tout commence par la connaissance sensible, qu'il est impossible d'en acquérir une autre si on n'a pas d'abord la connaissance des données sensorielles, la connaissance des phénomènes tels qu'ils nous apparaissent de cette façon. Mais après, il y a toute une série, effectivement, pour vraiment les comprendre, il faut passer à un autre ordre d'activité intellectuelle, donc, notamment la compréhension causale. On va voir l'importance de la compréhension causale qui est souvent reconstituée simplement logiquement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour expliquer ceci, qu'est-ce qui est nécessaire pour rendre compte de ce phénomène. Donc on remonte à la cause alors même qu'on ne peut pas l'observer. Donc voilà, développement de toute une série de méthodes. Et donc les conditions cognitives en nous de ce développement, c'est étudié dans le traité de l'âme. Donc c'est un traité vraiment super important et qu'on peut dire proprement philosophique. C'est un traité vraiment de philosophie de la connaissance. Il est complété par les petits traités d'histoire naturelle, qui est un rassemblement d'études courtes sur différents aspects du vivant, mais qui sont des approfondissements. Donc il y a un traité de la sensation, un traité de la mémoire, un traité de la respiration, parce qu'il n'y a pas que des fonctions intellectuelles, il y a aussi des fonctions physiologiques, un traité de la vieillesse et de la mort, etc. Voilà. Alors ensuite viennent les traités biologiques, plus proprement biologiques, donc très descriptifs, beaucoup plus descriptifs que ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc moins explicatifs, cherchant moins à expliquer à rassembler le maximum d'informations, surtout le premier, Histoire des animaux, c'est vraiment un recueil que Aristote n'a pas constitué tout seul. Il s'appuie sur énormément d'observations que rapportent des voyageurs, des observateurs de toutes sortes. Enfin, c'est vraiment un recueil, il va chercher tout ce qui existe déjà comme information. Dans les parties des animaux, il fait le rapprochement systématiquement entre les organes et leurs fonctions. Et c'est de là que vient l'idée qu'Aristote est un finaliste qui considère que ce n'est pas l'organe qui crée la fonction, parce que cet organe est là, il peut accomplir cette fonction, c'est l'inverse, c'est la fonction qui crée l'organe, parce que cet animal a besoin de ça pour son activité, alors il a fallu que cet organe lui soit alors il ne dit pas lui soit donné, puisqu'il ne pense pas qu'il y a une création. Il ne pense pas qu'il y a une création. Il pense que les espèces ont toujours existé et que c'est simplement une nécessité conditionnelle. C'est-à-dire, si cet animal n'avait pas cet organe, il ne pourrait pas vivre. Donc s'il vit, c'est qu'il a cet organe. Vous voyez? Alors, il ne lui manque pas grand-chose pour arriver à une théorie de la sélection naturelle. Il ne manque pas grand-chose. Il y serait presque. S'il se disait... Ils n'ont pas toujours été là. Il suffirait qu'ils se disent ça. Ils n'ont pas toujours été là. Donc, s'ils ont ça, c'est que peut-être d'autres ne l'avaient pas et n'ont pas survécu. Cette espèce-là avait cet organe nécessaire, donc ils ont survécu. Il n'était pas loin, et il faut préciser que, à son époque, un philosophe avait déjà proposé cette théorie, c'est Empédocle. Et Aristote le savait, et Aristote le réfute. Alors, j'y reviendrai. Pourquoi il le réfute? Pourquoi il n'a pas utilisé cette occasion pour développer quelque chose de type sélection? Il n'était pas loin. Donc, génération des animaux, ça c'est bien sûr l'étude de la reproduction, de tous les différents types de reproduction, ovipares, vivipares, enfin bon, toutes ces distinctions de nouveau, avec un classement très systématique de toutes les manières possibles de se reproduire, enfin connues à l'époque. Marche des animaux, ça dit bien ce que ça veut dire. Mouvement des animaux aussi, c'est une récapitulation de tous les mouvements, avec une insistance sur comment ça se fait que les animaux se déplacent. Parce qu'il ne suffit pas de dire
ils se déplacent parce que ils ont les organes pour le faire. Ça, c'est juste la possibilité. Mais pourquoi ils le font? Et alors, il y a toute une théorie du désir ou de la tendance, de l'impulsion, qui est et toute une théorie donc, du manque, pourquoi il y a tel manque, pourquoi l'animal va vers ça, comment il sait vers quoi il doit aller quand il manque de quelque chose. Et donc, on rejoint de nouveau quelque chose qu'on trouve dans le De Anima, dans le traité de l'âme, sur comment les fonctions animales sont possibles, à partir de quoi, qu'est-ce qu'il leur faut pour que leurs fonctions vitales soient possibles. Donc toujours, on peut déjà constater que une étude devient philosophique et pas seulement descriptive à partir du moment où elle examine les conditions de possibilité de quelque chose. Hein, si on regarde simple, si on ne fait que décrire un animal, on est dans la zoologie, hein, on est dans une théorie biologique. Mais si, enfin une théorie, au sens simplement d'observation, hein, au sens le plus étymologique de théorie, on observe. Mais à partir du moment où on se demande mais comment ceci est-il possible, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne comme ça, hein, si on enlève ça, est-ce que ça fonctionne encore, etc. Et surtout si on essaye de le porter à l'échelle la plus large possible, quelles sont les conditions du vivant par exemple, hein, quand on essaye de généraliser, qu'est-ce qu'un vivant par rapport à un non-vivant, alors là on entre dans des questions qu'on peut appeler philosophiques, enfin que l'histoire de la philosophie considère comme philosophique. Donc c'est, disons, peut-être qu'on abordera en étudiant la philosophie de la nature certaines de ces questions, notamment comment est-ce qu'il faut comprendre le finalisme d'Aristote. Ça c'est très important, comment comprendre qu'il y a quelque chose dans la nature qui a un principe de « en vue de ça ». La nature, il y a quelque chose dans la nature qui fait les choses en vue de. Comment le comprendre? C'est pas simple, hein, puisque la nature n'est pas une personne, n'a pas d'intention. C'est beaucoup plus compliqué que, évidemment, dans une conception créationniste où on comprend bien l'intention de l'auteur. Mais là, il n'y a pas d'auteur. Donc, comment comprendre le finalisme? C'est pas simple. Donc voilà pour les savoirs théoriques. Et les savoirs pratiques, bon, c'est l'éthique, c'est la politique. J'en dis pas plus, on y arrivera. Et enfin, il y a deux traités qui concernent des savoirs productifs, qu'on peut aussi appeler des technés. Techné, ça se traduit en latin par ars, c'est l'art. Mais l'art non pas au sens des beaux-arts, c'est l'art au sens de, où on dit l'art médical, où on dit l'art pour des artisanats, pour l'art de l'ingénieur, donc tout art comme capacité de construction de quelque chose, de production de quelque chose. Et Aristote ne s'est pas intéressé à toutes les productions. C'est pas comment dire, c'est pas un technicien ni un théoricien de la technique, pas du tout. Il s'est intéressé à deux arts productifs particuliers qui ont un rapport direct avec sa philosophie. La rhétorique, pourquoi? Parce que la rhétorique, c'est l'art de convaincre, c'est l'art du discours persuasif. Donc ça a un rapport évidemment très étroit avec les techniques de raisonnement, avec la validité des raisonnements et avec, selon Aristote, même la recherche de la vérité, parce qu'il dit la vérité, elle est souvent très difficile à communiquer. Même si vous êtes arrivé par votre recherche à vous persuader que là vous tenez la vérité sur quelque chose, pour convaincre quelqu'un d'autre, il faut que vous déployiez un certain type d'expression. Vous n'allez pas convaincre tout le monde simplement parce que vos preuves, vos indices, vos évidences sont là devant vous. Non, ça ne vous suffira pas. Pour convaincre, il faut déployer une technique de conviction. Et ça, c'est la rhétorique. Donc elle peut avoir un effet positif en vue de la vérité. Ce n'est pas seulement quelque chose de trompeur ou de manipulateur. Ça l'est aussi parfois, mais pas toujours. Donc voilà en quoi c'est quand même en rapport avec sa philosophie. Et il dit, il y a des gens... C'est bien d'ailleurs parce que, comme d'habitude, il a une vision distributive. Hein. Il y a des gens à qui il faut des exemples. Vous les convaincrez quand vous donnerez des exemples. Il y a des gens à qui il faut un raisonnement mathématique. Vous mettez sous forme mathématique, c'est bon, ils sont convaincus. Il y a d'autres où il faut d'autres choses. Enfin, il faut des références littéraires. Bon, alors vous leur donnez des références littéraires. Et donc il y a aussi une adaptation au public comme ça, qui est théorisée. Il faut voir de quoi son public a besoin. Et alors la poétique, là aussi, c'est pas un traité de l'art des beaux-arts en général, ni même de la poésie en général, c'est un certain type de poésie qu'Aristote estime particulièrement philosophique, qui l'intéresse là, donc c'est pas du tout par hasard s'il a écrit ce traité, et donc on en dira quelques mots aussi.
Alors, cette introduction a pris beaucoup plus de temps que j'imaginais. Et donc, mais j'ai quand même envie de vous donner un tout petit peu de, disons, déjà de théorie de la connaissance pour qu'on ait un peu de savoir à se mettre sous la dent pour discuter. Et donc, je vais dépasser un petit peu le temps habituel pour qu'on ait un peu de matière. Donc, je vous propose de lire le premier texte, qui est un texte donc issu du traité de l'interprétation, où Aristote définit le rapport du langage aux choses désignées par lui. Les contenus du langage parlé sont les symboles des affections dans l'âme. On va s'arrêter à chaque mot important. Sont les symboles des affections dans l'âme. Et les écrits sont les symboles des contenus du langage parlé. Donc, l'écrit est un symbole au carré, si on veut. C'est le symbole d'un symbole. L'écrit, symbole du parler, qui est symbole des affections dans l'âme. On va voir ce que c'est les affections dans l'âme. Et de même que les lettres ne sont pas les mêmes pour tous les hommes, les sons non plus ne sont pas les mêmes. Donc, diversité des langues. Mais ce dont ils sont les signes, ce sont les mêmes affections pour tous. Donc, voilà l'introduction d'une universalité. Donc, en dépit des différentes langues, ce à quoi fait référence chaque langage, parlé ou écrit, ce sont les mêmes affections dans les âmes de tous les hommes. Alors ça, c'est une thèse bien universaliste, il faut comprendre pourquoi, ce qui permet d'être aussi universaliste. Et ce dont celles-ci sont les images, ce sont les mêmes choses réelles. Bon, bien sûr, on peut directement écarter une petite objection. Il est bien clair que si un groupe humain habite dans un environnement où un type d'arbre n'existe pas, il n'aura pas de nom pour dire cet arbre. On est bien d'accord. On peut prendre des tas d'exemples comme ça, où le langage ne développe évidemment que ce qui lui est nécessaire pour l'environnement où il se trouve. Ça, bien sûr, mais ça, il le sait très bien. Il y a un très grand relativisme culturel qui règne à l'époque d'Aristote. On le retrouve de manière très éminente chez les sophistes. Et Aristote reconnaît évidemment ce genre de choses. D'ailleurs, il a lui aussi une théorie de l'influence des climats et du type d'environnement naturel sur les caractères des différents groupes humains. Donc, ce n'est pas une idée qui a émergé pour la première fois à l'époque moderne, c'était déjà une idée ancienne, qui a une influence de l'environnement sur les manières d'être. Mais bon, en tout cas, ce qui est important, c'est cette idée que l'intermédiaire entre les mots et les choses, l'intermédiaire, donc ces fameuses affections dans l'âme, sont les mêmes pour tous les êtres humains. Et qu'est-ce qu'on appelle des affections dans l'âme ? C'est le mot pathos, affection, le mot pathos. Le mot pathos, ça vient du verbe être affecté par quelque chose, subir quelque chose, recevoir une impression. Donc tout ça, c'est un verbe très polysémique. Le mot pathos, c'est un mot très polysémique. Mais en gros, ça veut dire donc toute modification de l'âme qui est due à une influence extérieure. Aussi bien quand elle sent quelque chose, quand on sent quelque chose, quand quelque chose est perçu par les sens, que quand elle éprouve une émotion, ou quand elle se remémore quelque chose, ou quand elle pense un concept. Donc tout ça, ce sont des affections, tout ça, ce sont des pathés de l'âme. C'est presque l'équivalent, enfin je dirais presque vraiment l'équivalent de ce qu'on appelait les idées à l'époque moderne. Chez Locke, par exemple, quand on dit comment se forment les idées, ou durant tout le XVIIIe, quand on recherchait comment se forment les idées, on les prenait dans un sens aussi général que ça, que les pathés de l'âme, c'est à peu près ça. Et donc, c'est comme si Aristote disait les idées, au sens moderne, au sens de tous les états mentaux, sont les mêmes pour tous les êtres humains. Autrement dit, il ne prend pas en compte, ou du moins, on n'en a pas de trace dans son œuvre, le fait que peut-être la langue influence aussi la pensée, et la langue influence aussi la perception qu'on peut avoir des choses. Donc ce mouvement inverse, il ne prend pas en compte. Mais tout ce qu'il étudie, c'est le mouvement qui vient des choses et qui suscite en nous certaines transformations, et ces transformations suscitées par les choses sont les mêmes pour tous les êtres humains. Alors, donc, ce qui est arbitraire, c'est seulement le langage. Le langage est arbitraire, il est conventionnel, il est créé différemment par les différents groupes humains. Mais les signifiés ne sont pas arbitraires. Il y a arbitraire du signifiant, pas du signifié. Les signifiés, les significations des mots
elles sont les mêmes chez tout le monde. Vous voyez donc ce à quoi se réfèrent les mots dans notre esprit. Hein. La signification du langage, quand on veut désigner quelque chose, ce qu'on a en tête quand on veut désigner quelque chose, c'est la même chose chez tout le monde. Ce sont les signifiés. Est-ce que ça veut dire que la structure du langage et de la pensée est pour lui un calque de la structure du réel? Eh bien, ce n'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. On va aller un tout petit peu plus loin pour voir ce qu'il en est. Certes, ce qu'on peut voir ici aussi dans cet extrait, c'est que pour Aristote, les choses réelles, c'est les choses telles qu'elles nous apparaissent. C'est toujours le réel phénoménologique, le réel tel que des phénomènes tels que nous pouvons les appréhender. Tels que nous pouvons les appréhender donc d'abord par nos sens, ensuite par notre intelligence qui interroge les causes, etc. Donc tout ça, c'est jamais que les phénomènes. Est-ce qu'Aristote fait une distinction entre l'apparaître et l'être, entre le phénomène et ce que la chose est réellement? Il est dans un environnement où on fait beaucoup cette distinction. Platon la faisait, puisque Platon considérait que ce qui nous apparaît par les sens n'est pas l'être réel, profond de la chose, mais que cet être réel et profond ne se trouve pas dans la chose matérielle sensible, mais se trouve ailleurs, dans un endroit qui n'est pas situé parce que ce n'est pas matériel, et est appréhendable seulement par la pensée. Ce sont les formes ou les idées au sens platonicien. Aristote, on le sait, n'est plus d'accord, très très tôt, il n'est pas d'accord avec cette théorie, mais il distingue quand même ce qui est donné par la sensation et ce qui est donné par la pensée. Et comment est-ce qu'il le distingue? Mais ce qui est donné par la pensée, enfin ce qui est construit, on va voir comment progressivement par la pensée, c'est quelque chose de général. Chaque fois que je regarde un individu en particulier, je sais que c'est un homme. Mais d'où me vient la forme homme? La forme, c'est l'idée d'homme ou la signification homme. Je n'ai jamais vu un homme en général. Je n'ai jamais vu que des individus humains. Comment est-ce que j'ai formé cette forme homme? Comment ça se fait que je peux penser homme en général et non pas tous les individus à la queue leu l'un derrière l'autre? Non, je peux penser homme en général. Donc c'est là la distinction entre ce qui est pensable, donc ce qui est appréhendé uniquement par la pensée. L'homme, c'est pensé, ce n'est pas senti, et ce qui est, au contraire, sensible, ce qui se donne au sens. Donc voilà la distinction chez Aristote. Et l'un se construit à partir de l'autre. Ils ne sont pas séparés. C'est là la grande différence. Donc ils ne sont pas séparés. La forme homme, elle est juste dans chacun des individus qui existent, qui possèdent cette forme. Elle n'est pas ailleurs. On ne peut pas la séparer de la matière. Donc, chez Aristote, il y a une distinction entre l'apparaître et l'être, puisqu'il faut essayer de retrouver l'essence de chaque chose, donc son essence générale derrière ses caractéristiques individuelles. Mais il n'y a pas de séparation. Et en plus, et surtout, il n'y a pas d'impossibilité d'accès. Nous pouvons accéder à tout. Il y a une sorte d'optimisme de la connaissance chez Aristote. Il dit « tous les étangs sont connaissables, parce qu'ils sont ou bien sensibles, ou bien pensables ». Ce qu'on ne peut pas observer sensoriellement, en tout cas, on peut le penser, le reconstituer par la pensée. Donc il a un grand optimisme. Il ne dit pas il y a par définition des choses qui nous échapperont toujours. Ça, c'est assez caractéristique de sa pensée. Alors, on va lire encore le deuxième extrait pour préciser la notion de symbole. Qu'est-ce que ça veut dire symbole ou signe? Donc, en quoi le langage est-il symbolique par rapport à ce qu'il exprime? Aucun des noms n'existe par nature, mais un son est un nom lorsqu'il est produit en tant que symbole, produit comme un symbole. Car même les sons inarticulés comme ceux des bêtes signifient quelque chose. Mais aucun n'est un nom. Donc la différence en fait, c'est une différence entre signe et symbole. Le signe signifie, donc signe c'est sema. Ici vous avez le verbe semainein, signifier. Un cri animal, ou aussi d'ailleurs certains cris humains, sont des signes de quelque chose, par exemple d'une émotion. Vous avez cri de colère, cri de peur, etc. Et tous les autres sons que peut émettre un animal. Ça signifie quelque chose.
il y a bien une signification qui est d'ailleurs comprise par les autres de son espèce, par les autres individus de son espèce. Mais cette signification, elle n'est pas conventionnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun animal qui décide que quand il sera en colère, il l'exprimera par telle expression, et quand il sera heureux, il l'exprimera par tel autre bruit ou son. Aucun animal ne décide ça, et nous-mêmes, dans ce qui est l'expression la plus brute des émotions, on ne le décide pas non plus. Hein, on ne décide pas non plus. Mais là où quelque chose devient conventionnel, c'est-à-dire qu'on décide que désormais, ceci va s'appeler table. Alors bien sûr, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui un jour a décidé, on ne sait pas trop comment c'est venu d'ailleurs. Mais il n'empêche que c'est conventionnel, c'est arbitraire, ça aurait pu être autre chose. On aurait pu choisir autre chose, d'où la diversité des nominations. Et par conséquent, c'est ça qu'il appelle un symbole. C'est ça qu'il appelle un symbole. Donc le symbole est limité à ce qui est conventionnel, ce qui pourrait être autre qu'il n'est, ce qui pourrait être un autre son, et ça marcherait aussi bien. Alors, il parle ici de nom et pas de mots. Le mot onoma, c'est le mot nom en grec. Le mot onoma peut signifier mot en général, mais le plus souvent, il signifie plus précisément nom, donc comme catégorie grammaticale. À l'époque d'Aristote, on commence à faire des distinctions grammaticales. Lui, il ne fait pas toutes les distinctions, c'est-à-dire il ne s'arrête pas sur les conjonctions, même pas les adjectifs. Bon, il fait pas, mais on est en train de le faire. Hein, il y a des grammairiens qui commencent à s'intéresser à tout ça. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est deux catégories grammaticales seulement, les noms et les verbes qu'il appelle rhéma. Et le verbe ne signifie pas simplement ce que nous appelons verbe, c'est-à-dire l'expression d'une action, ou d'une action agie ou subie, mais le rhéma, c'est plus large que ça. C'est dans la structure d'une proposition, tout ce qui est en position de prédicat. Donc en fait, onoma correspond au sujet, et rhéma correspond au prédicat dans une proposition. Or, le prédicat, il peut figurer sous deux formes différentes, grammaticalement, sous deux formes grammaticales différentes. Ou bien on aura un verbe au sens actuel du terme, quelque chose donc qu'on peut conjuguer, ou bien on aura la copule, donc ou bien on a un verbe, ou bien on a la copule être, le verbe être, plus un attribut, en général un adjectif, qui donne vraiment le sens qu'on veut attribuer au sujet, qui donne le contenu qu'on attribue au sujet. Le « est » à ce moment-là, le verbe « être » à ce moment-là ne sert strictement à rien si ce n'est à indiquer la liaison, si ce n'est à dire j'attribue ceci à cela, j'attribue cette qualité à ce sujet. Et bien souvent, la plupart des choses, on peut les exprimer ou bien par un verbe conjugué, ou bien par « est » et un adjectif. Alors, parfois, il donne même des exemples un peu forcés, mais c'était vraiment dans l'esprit de l'époque de faire ces équivalences. Par exemple, il dit Socrate est blanc, peut aussi se dire Socrate a blanchi. Donc, on a une forme verbale et on ne passe pas par « est », on ne passe pas par la copule « est ». Qu'est-ce qui est important philosophiquement dans cette structure? Est-ce que cette structure sujet-prédicat est une structure universelle? Aristote le pense. Aristote pense que c'est une structure universelle, mais nous allons voir, mais là je crois que je dois le remettre à la semaine prochaine, nous allons voir que ce n'est pas parce que c'est directement la structure des étangs eux-mêmes. C'est plutôt parce que pour les besoins de l'acquisition de connaissances et pour les besoins de la communication entre nous des connaissances, il faut qu'on distingue d'une part ce dont on parle, ça c'est le onoma, ce dont on parle, et d'autre part ce qu'on en dit. Et ça c'est le rhéma, ça c'est le verbe ou le prédicat, c'est ce qu'on en dit. Donc on a ce dont on parle, il faut bien qu'on distingue ça, qu'on dise entre nous de quoi parlons-nous, et puis qu'on y ajoute ce qu'on a envie d'en dire. Alors il ne faut pas tout à fait confondre ça avec
ce qu'on trouve parfois dans les théories linguistiques actuelles, où on précise que ce dont on parle et ce qu'on en dit sont aussi ce qu'on sait déjà et l'information nouvelle qu'on apporte à ce qu'on sait déjà. Alors, ce n'est pas exactement la même chose chez Aristote. Alors, pourquoi ce n'est pas exactement la même chose? Parce que, un exemple donc de ces théories linguistiques contemporaines, quand on dit, hein, on ne dit pas onoma, alors on dit le thème et le rème. Bon, le thème, c'est ce qu'on est censé connaître déjà, et le rème, l'information nouvelle qu'on apporte. La théorie linguistique dit le thème n'est pas nécessairement le sujet grammatical. Il se peut que l'information nouvelle soit justement le sujet. Par exemple, si on pose la question « Qui vient demain ?», et que la réponse est « Marie vient demain ». Marie est l'information nouvelle. Donc c'est Marie qui est en position de sujet grammatical, et pourtant, elle n'est pas le thème, elle est le rème, parce qu'elle est ce qu'on ne savait pas encore. Donc ça, c'est la théorie contemporaine. Mais Aristote, qu'est-ce qu'il ferait? Il tournerait la phrase autrement, et il dirait « Ce dont on parle, c'est de la personne qui vient demain. Et ce qu'on ajoute, c'est Marie. » Donc on va dire « La personne qui vient demain est Marie. » Et par conséquent, il réconcilie le sujet et le thème. Et donc il dit, on peut toujours tourner les phrases de telle manière que le sujet grammatical coïncide avec ce dont on parle. Mais on reste dans une théorie de la communication. On n'est pas encore à dire, dans les étangs, il y en a aussi qui sont des sujets, et dans les étangs, il y en a aussi qui sont des attributs. Donc ça, malheureusement, je dois remettre à la semaine prochaine. Mais jusqu'ici, on peut voir en tout cas qu'il trouve que logiquement, ça va ensemble, ce qui est sujet grammatical et ce qui est ce dont on parle. Et ce qui est prédicat et ce qu'on apporte comme information à propos de ce sujet. Donc il y a une structure logique qui correspond à la structure grammaticale. Et cette structure logique, pour lui, elle est universelle. C'est-à-dire il est impossible qu'un être humain parle avec un autre ou avec lui-même, hein, donc pense avec lui-même, sans distinguer ce dont il parle et ce qu'il en dit. Et ça, c'est quelque chose qui a été, d'une certaine manière, confirmé par des travaux comme ceux de Chomsky, hein, de grammaire universelle, etc. Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il y a une grammaire universelle? C'est parce qu'il y a une structure telle de notre acquisition de connaissances qui fait qu'il est impossible d'acquérir des connaissances sans faire cette distinction. Donc le langage l'a fait. Tous les langages font cette distinction. Pas de la même façon, hein. Morphologiquement ou syntaxiquement dans la phrase, ça ne se traduira pas nécessairement de la même façon. Mais tous les langages possèdent cette distinction, cette structure. Donc voilà comment on peut trouver déjà un universel, hein, puisque c'est ça qu'on cherche. À partir de l'extrait d'Aristote, on trouve un universel de cette façon-là. Bon, donc je suis obligée de m'arrêter un peu au milieu de la théorie du langage, mais je ne veux pas tout de même trop déborder. Donc à vous maintenant. Donc là, vous avez peut-être envie d'intervenir sur Aristote, sa vie, la manière dont son œuvre a été transmise, son environnement culturel, philosophique, ses descendants, ou cette première partie, ou la structuration de son œuvre, ou savoir, on peut anticiper aussi hein, sur certaines choses qu'on fera après. Je voulais simplement poser la question suivante. Dans le monde scientifique, comment est-il perçu? Et oui, c'est une question qui a vraiment à voir avec cette difficulté de distinguer Aristote et un certain aristotélisme sclérosé ou scolastique qui a freiné les découvertes scientifiques. En fait, presque systématiquement, quand on ouvre un ouvrage de vulgarisation scientifique, l'auteur se sent obligé de commencer par Aristote en disant en quoi Aristote s'est trompé. Il y a même j'ai même lu un auteur qui disait on peut se demander si Aristote a dit une seule chose qui ne soit pas erronée. Alors évidemment, il n'a pas lu beaucoup d'Aristote parce que, je veux dire, il y a tellement de choses extraordinaires, mais c'est parce qu'il voyait justement
ce côté des observations erronées d'Aristote en ce qui concerne particulièrement la physique astrale ou bien certaines considérations biologiques, mais pas toutes quand même. Je veux dire, il y a quand même des observations qu'il a faites qui étaient exactes. Et donc, il y a une tendance justement à très fort méconnaître Aristote en l'enfermant tout de suite dans ce cadre de pensée obsolète qu'il fallait briser à l'époque moderne pour progresser. Et c'est surtout, bon, alors ça évidemment, on peut toujours en vouloir à ceux qui ne savent pas qu'ils ne savent pas, comme tu m'as dit tout à l'heure, mais bon, il ne faut pas demander non plus aux scientifiques de lire Aristote. Ce qu'on pourrait leur demander, c'est de ne pas en parler alors. Mais alors, est-ce qu'il y a des exceptions? J'en connais pas vraiment. Ah oui, il y a Schrödinger. Non, Schrödinger, il a parlé des présocratiques. Mais effectivement, il y a peut-être une petite allusion au fait que, d'une manière générale, il faut distinguer les résultats de la science et la méthode scientifique. Donc, le physicien Erwin Schrödinger, il a écrit un livre qui s'appelle « La nature et les Grecs », qui est extraordinaire, mais qui parle plus des présocratiques, et où il montre en quoi on est redevable encore à ces méthodes scientifiques extrêmement rationalistes pour la construction du savoir, pour le savoir critique, et pour aussi leur capacité à compenser justement la faiblesse des données empiriques par des raisonnements d'une rigueur extraordinaire, d'une fécondité extraordinaire. Et donc ça c'est valide pour Aristote aussi, c'est valable pour Aristote aussi. Mais le fait est qu'il y a, étant donné le cloisonnement des connaissances, il n'y a pas beaucoup de scientifiques qui connaissent vraiment Aristote, mais je dirais même, il n'y a pas beaucoup de philosophes qui connaissent bien Aristote. C'est pas, je veux dire, on peut faire des études de philosophie et ne jamais approfondir pas seulement Aristote, je veux dire, il y a des auteurs sur lesquels on passe trop vite. Et comme celui-là est un auteur controversé et difficile, on peut pas, vous voyez, si on lui consacre quelques heures, ça ne suffit pas. Voilà. Merci. Oui. Est-ce qu'il existe une mathématique chez Aristote? Alors, excellente question, c'est sûr que j'aurais pu le signaler dans cette structure de l'œuvre. En fait, il y a certains doxographes, donc certains, certaines listes, certaines personnes qui, bien postérieurement à Aristote, donnent des listes de leurs ouvrages, qui disent qu'il avait écrit un traité de mathématiques. Mais c'est plus que douteux. En fait, on n'en sait rien du tout. Et lui-même, quand il parle de mathématiques, dit toujours « je me réfère aux travaux d'un tel et un tel qui sont mathématiciens ». C'est le cas, par exemple, quand il parle du système géométrique des sphères concentriques, il renvoie à une astronomie mathématique, dans l'école académique d'ailleurs, mais il le dit. Et il dit, pour le reste, moi je m'enquière auprès de ceux qui savent. Donc, ce n'est pas un mathématicien. En revanche, ce qui l'intéresse en tant que philosophe, et qu'il développe notamment dans la métaphysique, c'est le statut des nombres mathématiques. C'est-à-dire, c'est comprendre quel est le rapport entre mathématiques et physique. C'est quoi les mathématiques par rapport à la physique? C'est-à-dire, par rapport aux étangs du monde réel, les mathématiques, c'est quoi? Et les nombres mathématiques, ou les formes géométriques, ou les propriétés qu'on peut développer en arithmétique et en géométrie, quel est leur statut ontologique? Quel type d'étang est-ce que c'est? Est-ce que c'est pure pensée dans notre esprit? Est-ce que c'est simplement des constructions de notre esprit? Ou bien est-ce que ça existe en soi quelque part? Ça, c'était une tendance des successeurs de Platon à affirmer en fait l'existence d'objets mathématiques existant en soi comme les idées et pas seulement dans les corps. Ou bien est-ce que, et ça c'est la troisième solution que lui finalement promeut, les mathématiques sont des abstractions de notre esprit à partir des propriétés des corps. Mais des abstractions correctrices, c'est-à-dire que, pourquoi est-ce qu'il appelle ça abstraction? C'est parce qu'on abstrait tout ce qui n'est pas quantitatif dans les corps. Donc on retient juste l'aspect quantitatif, nombre ou étendue, les mesures de l'étendue. Donc on retient juste les mesures et les nombres. Donc on abstrait tout le reste des corps. On ne tient plus compte des matières, etc. On désincarne, et en désincarnant les matières, on obtient des formes géométriques qui sont dans un espace
pur, un espace vide. C'est comme ça qu'on construit la géométrie. Et les nombres, c'est en retenant juste les nombres qui existent, évidemment, avec toute la pluralité. Et les propriétés, toutes les propriétés alors qu'on peut déduire par théorème, d'une manière qu'Aristote connaissait, qui est assez proche de ce que Euclide mettra bientôt sous forme systématique. On est à peu près au courant de tout ce qu'Euclide mettra en forme. Donc cette mathématique-là qui est bien connue, tout ça s'est construit à partir de propriétés réelles des corps, parce qu'il est vrai qu'un corps, par exemple rectangulaire, vous pouvez lui attribuer toutes les propriétés du rectangle. C'est une vérité. Si ce n'est que quand on passe au niveau mathématique, on arrive à un niveau de perfection, c'est-à-dire il n'y a plus aucune irrégularité, il n'y a plus aucune individualité. On peut poser que deux figures sont exactement identiques. On peut poser qu'une ligne qu'on trace n'a qu'une seule dimension. Essayez un peu de tracer une ligne à une seule dimension. C'est strictement impossible. Dès que vous tracez, il y a une épaisseur, vous avez deux dimensions. Et donc, c'est ça aussi qui permet à la mathématique, je dis ce qu'il dit, qui permet aux mathématiques d'être fécondes, et de découvrir en fonction de leur propre fonctionnement des choses qu'on ne pourrait pas trouver directement dans les corps, parce qu'on n'a pas cette possibilité d'exactitude. C'est les sciences les plus exactes. C'est le terme qu'il utilise, les plus exactes, les plus précises, parce que justement, elles éliminent tout ce qui n'est pas précis. Elles simplifient extrêmement le corps en ne retenant que le minimum sur quoi elles veulent travailler. Donc voilà son opinion sur les mathématiques. Mais c'est sur le statut des mathématiques, mais lui-même n'a pas développé de théorèmes ou de connaissances mathématiques. Mais il était au courant. Il se tenait, d'ailleurs, dans l'académie, les mathématiques étaient très importantes. C'était indispensable, quand on allait chez Platon, d'étudier les mathématiques. Donc forcément, tous les élèves de Platon sont mathématiciens, enfin sont au courant en tout cas. Moi, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que vous mettez comme sens dans le mot étant. Ah oui. Est-ce que vous mettez objet, corps, à quoi vous renvoyez ça? Oui, vous avez tout à fait raison, ça c'est tout à fait fondamental. C'est une simple question de convention de vocabulaire, c'est rien de plus. Étant, c'est le participe présent de être, donc c'est ce qui est. Un étant, c'est quelque chose qui est, qui existe. Et c'est très commode à utiliser. Les Grecs utilisent tout le temps ce mot-là, toon. Donc to c'est l'article et on c'est le participe présent de être. Donc ce qui est. Ils utilisent tout le temps ça parce que ça permet de parler le plus généralement de tout. Et ce qui est, ça peut être de beaucoup de manières différentes. Donc ça peut avoir une existence matérielle ou une existence immatérielle. Ça peut avoir une existence temporaire, comme nous, qui allons passer, ou une existence éternelle. Ça peut avoir une existence, comme on disait tout à l'heure, les modes nécessaires, ou simple existence, ou possible, et ne pas être encore. Ça peut exister comme des fictions. Les fictions sont certains types sont des étangs d'une certaine façon, mais ils existent en tant qu'imaginaires, etc., etc. Donc vous pouvez multiplier comme ça les manières d'exister, mais ce sont toujours des étangs. Et voilà pourquoi c'est la manière la plus générale de parler de tout. Après, évidemment, on précisera les étangs physiques, les étangs non physiques, et on peut mettre toutes les particularités pour diviser, pour distinguer. Mais ce mot-là, pourquoi est-ce qu'il est préférable à un mot comme objet, par exemple? C'est que le mot objet suppose toujours un sujet. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'objet, on a en tête le rapport sujet-objet. Un objet, c'est quelque chose qu'un sujet appréhende, saisit, étudie. Et donc, il semble que l'objet ne soit pas sujet et réciproquement. Or, les deux sont des étangs. Nous qui étudions, nous sommes des étangs. L'étude, c'est-à-dire donc l'action d'étudier, c'est un étang pour Aristote. Une action est un étang. Et donc c'est tellement plus vaste que objet, même. Ce qui n'est pas des étangs. Par exemple, le français, l'homme. Tout.
tout est des étangs, mais après il faudra faire les distinctions, c'est-à-dire ce qui est un étang universel, enfin au sens général, au sens de un étang, un mot par exemple. Si on dit l'homme au sens du mot homme, le mot est un étang. Si on dit la signification homme, donc cette espèce d'essence générale qu'on trouve dans chacun des individus, cette essence générale est un étang au sens d'une essence, au sens d'une généralité justement, mais d'une généralité, c'est-à-dire d'une pensée. Donc une pensée est un étang. Un corps, bien sûr, est un étang, mais ça c'est plus manifeste, ça c'est plus facile. Un corps est un étang. Et puis on peut parler, alors, pour les choses qui n'existent pas vraiment, mais qui sont imaginaires, comme les fictions, ou pour les choses qui sont impossibles, par exemple comme certaines impossibilités mathématiques. Aristote y cite tout le temps la commensurabilité de la diagonale aux côtés du carré. C'est un exemple mathématique d'une impossibilité. Donc pour les choses qui sont impossibles comme ça, en général, il les appelle des non-étants, justement. Des non-étants, des choses qui ne sont pas. Mais on pourrait dire qu'ils ont encore une certaine existence, qui est une existence comme un mot désignant quelque chose d'impossible. Comme pouvant être pensé comme négation, en somme. Mais en général, il dira non-étant pour ça. Ou pour une fiction, il dira c'est un non-étant. Et pourtant, bon, ça peut être un mot qui a une signification, mais enfin, disons par commodité, on dira quand même plutôt que ce sont des non-étants. Voilà. Et donc on distingue étant et être. On pourrait dire aussi les êtres, comme on dit les êtres vivants, les êtres éternels, etc. Pourquoi est-ce que c'est commode quand même de distinguer étant et être? Mais c'est parce que chez Aristote, il y a beaucoup de choses qui se disent des étangs, mais qui ne se disent pas de l'être, et inversement. L'être des étangs, c'est le fait d'être, ou c'est l'existence qu'ils ont. Donc on peut s'interroger sur leur être de manière générale, par exemple, se dire quel est l'être de tel étang. Mais ça, on va y revenir au moment de parler de la métaphysique. Non, si, je vais encore... En fait, ça a l'air compliqué, mais ce ne l'est pas. De quelle manière on peut dire qu'il y a l'être d'un étang, donc l'être d'une chose qui est? Qu'est-ce que ça peut être l'être d'une chose qui est? En fait, c'est pas compliqué, ça peut être deux choses. L'être d'une chose qui est, ça peut être son existence. Si je dis l'existence de Socrate, c'est pas la même chose que si je dis Socrate. Je peux penser à Socrate, m'imaginer Socrate, la personne, mais je peux penser à l'existence de Socrate. Dire l'existence de Socrate a été heureuse, ou est passée, est finie, a duré autant de temps. Donc je peux distinguer les deux. Et ça, c'est une manière de distinguer l'être et ce qui est. Une deuxième manière de distinguer l'être et ce qui est, c'est que l'être signifie aussi l'essence. Et donc, d'une certaine manière, quand Aristote dit l'être, il peut vouloir dire aussi qu'est-ce que c'est essentiellement que Socrate? Et la réponse, c'est homme. Qu'est-ce qu'il est essentiellement? Donc, quel type de chose est-ce qu'il est? Et donc là aussi, on doit distinguer les deux. Socrate n'est pas l'homme en général. Il est un homme, c'est-à-dire il a ça pour essence. Donc voilà pourquoi on distingue l'être de l'étang, parce que sinon, si on traduit tout par être, ce sera encore pire. Vous devrez dire l'être de l'être, alors là, ce sera pire. C'est vrai que tu as des mots distincts. Ah oui, parce que il y a le parti présent et il y a l'infinitif. Toenai, c'est l'infinitif. L'être, c'est l'infinitif, comme en français. Alors, le statut de la nature, de la physis, en tant qu'étang, c'est un étang. Et un étang particulier, étendu. Voilà, alors la physis, on y viendra, mais on peut anticiper. Ce qu'il appelle vraiment la physis ou la nature, c'est plutôt le mouvement, le principe qui fait que les choses se déploient naturellement. Et les corps naturels, il les appelle corps naturels ou étangs naturels. Donc les étangs dont les transformations sont naturelles. Donc si on prend la nature comme... Il n'utilise jamais, lui, nature au sens de l'ensemble des corps naturels. Il n'utilisera pas le mot physis pour dire ça. Il dira les étangs naturels ou l'ensemble des corps physiques, enfin bon, il dira ça.
Mais donc, si c'est ça, hein, le statut d'existence des corps physiques, oui, c'est une certaine modalité d'être, et c'est même la plus courante, c'est même la plus répandue, c'est ce qu'il y a le plus, quoi. Presque tout est des étangs naturels. Et même, on verra, quand il parle de choses transformées par l'homme, cette table par exemple, elle a d'abord été un étang naturel, elle a d'abord été un arbre dont on a pris le bois, et tout ce que l'homme transforme a d'abord été un étang naturel. Donc, non, les étangs naturels, c'est la catégorie la plus large de tous les étangs. Oui. Est-ce qu'il y avait une dérive vers la magie des écoles platoniciennes? La magie, c'est très tard. C'est-à-dire que là, on est déjà dans le néoplatonisme, et même le néoplatonisme tardif, pas avant le IVe siècle de notre ère, il commence à y avoir de la théurgie. La théurgie, donc, c'est-à-dire le fait d'essayer de avoir une action sur le divin, donc pas seulement le comprendre. Alors dans toute religion, y compris la religion polythéiste grecque, on essaye parfois de s'adresser aux dieux ou d'intervenir auprès des dieux par des prières, des offrandes. Enfin bon, ça c'est des choses assez complètement banales et répandues. Mais à un certain moment, on a introduit, alors c'est pas venu ni des Grecs ni des Romains, c'est venu de pratiques qui existaient déjà plus en Orient. On a introduit la théurgie, c'est-à-dire vraiment agir sur le Dieu malgré lui. Donc on peut appeler ça des pratiques magiques, puisqu'il s'agit de le contraindre à faire quelque chose, et non pas de lui demander, de le supplier ou d'essayer de l'amadouer. Bon, voilà. Donc il y a eu des pratiques théurgiques. Mais est-ce qu'on peut encore appeler ça l'école platonicienne? C'est là que ça devient vraiment difficile, parce que c'est complètement absent, mais totalement absent de la philosophie platonicienne, et je ne vois aucune manière de le rapprocher de la philosophie platonicienne. C'est vraiment autre chose. Et que ça ait eu lieu aussi dans une école qui se réclamait de Platon, mais c'est pas étonnant, parce qu'il y a eu tellement de syncrétisme, d'influences multiples des uns sur les autres, tellement d'évolution des pensées que la philosophie devra attendre très très longtemps après Aristote pour retrouver le même degré de rigueur et d'exigence, de rationalité qu'elle avait avec eux. Épicurisme, stoïcisme, ça reste encore assez dans cette ouverture-là, mais après, petit à petit, la philosophie est de plus en plus, j'allais dire contaminée, mais c'est vrai que c'est péjoratif, mais bon, pour moi c'est péjoratif, mais disons de plus en plus se mélange avec des influences plus religieuses, gnostiques, ou éventuellement, effectivement, des pratiques initiatiques. Alors, initiatique en soi, c'est pas nécessairement magique. On peut avoir des sectes initiatiques qui n'ont pas de pratique particulière, mais à partir du moment où une secte initiatique, et ça c'est depuis l'Antiquité vraiment ancienne, propose le salut de l'âme, hein, c'était leur principale proposition, en fait, leur principale visée, c'était de préparer à la mort, en disant, bon, puisque l'âme va survivre, hein, dans ces sectes-là, on pensait que l'âme survivait, il faut la préparer à la mort, et donc on doit s'initier à toute une série de connaissances ou pratiques, et surtout vivre d'une certaine façon, de telle manière que l'âme soit libérée après la mort et ne subisse pas d'état de vicissitude. Donc ça s'est mêlé à certaines écoles et pensées philosophiques, mais c'est des éléments extérieurs au départ à ces pensées philosophiques. Et c'est vrai que ça s'accentue à la fin de l'Antiquité, dans certaines en tout cas. Oui. J'ai deux questions. Une précision. Pourquoi c'est en Allemagne et en 1831 que c'est faite cette plus fort. Pourquoi est-ce que c'est en Allemagne et en 1831 que c'est faite cette édition qui sert de référence, donc c'est quand même quelque chose de... Et puis la deuxième chose, c'est qu'est-ce qui t'a guidé dans
commencer par la théorie de la connaissance. Commencer par... C'est toujours d'école. Alors, pourquoi en Allemagne, je ne suis pas sûre que ce soit une nécessité absolue. Enfin, le fait est que l'université allemande, je pense, l'organisation de l'université allemande joue un grand rôle dans les possibilités de ce type d'études, parce que en donnant des moyens à des professeurs, en donnant des postes de professeurs à des érudits, elle leur permet de développer des recherches qui ne sont pas, je dirais, qui peut-être n'intéresseraient pas d'autres types de financeurs, et par conséquent donc de faire notamment toute cette étude de l'Antiquité qui peut-être n'aurait pas été menée sinon par des gens qui avaient des fortunes personnelles, etc. Bon, comme voilà, ou qui pouvaient être, je ne sais pas, financés par des industriels, ou voilà. Donc je pense que l'organisation étatique de l'université allemande a permis quand même des recherches désintéressées. Et puis d'autre part, il y avait aussi chez les Allemands un très très grand engouement pour l'Antiquité, mais ça, c'est vrai que ça a été dans d'autres pays d'Europe aussi, mais qu'est-ce qui a fait que les Italiens, par exemple, qui au moment de la Renaissance ont, eux, redécouvert l'Antiquité, au XIXe siècle, n'ont plus eu cette démarche-là? Mais ça, c'est dû, je pense, à la situation politique et sociale de l'Italie à ce moment-là, qui ne permettait pas ce genre de luxe, en quelque sorte. Alors, il doit y avoir sans doute d'autres éléments même. Là-dessus, oui. Je voudrais rajouter quelque chose. Pardon. Il y a eu au XIXe siècle un engouement énorme en Allemagne justement pour la philologie. Il y a des recherches dans les langues persanes, turques, indo-européennes qui sont d'une profondeur, d'une immensité vraiment incalculable dont on n'a pas idée aujourd'hui. Et ça ne m'a pas du tout étonné quand j'ai indiqué ce nom-là. Et en Allemagne, justement, il y a une espèce de volonté de recherche, d'où l'on vient Sur les origines de sur la les langue. origines de la langue, Sur les voilà, origines qu'elle de la soit, langue. la langue allemande ou une autre langue, peu importe. Et on va rechercher au fin fond, n'est-ce pas, du Pakistan, de l'Inde. Bon, c'est peut-être de cette époque-là que l'on a retenu, qu'on a su que justement nos langues étaient issues de l'indo-européen, on dit. Hein. Oui. Et pendant tout le 19e d'ailleurs, et après ça s'est un peu, disons, propagé, un fêtage d'huile, et puis d'autres s'y sont mis un peu en France, mais c'est surtout en Allemagne que ça a eu lieu, et à cette époque-là. Et il y a autre chose aussi, on a voulu, je pense aussi, donner un autre caractère, enfin c'est mal exprimé, renouveler un peu la langue allemande. C'est à ce moment-là que la langue allemande s'est unifiée d'ailleurs. Hein. Oui, bon, il y a eu de cela aussi. Un peu comme, enfin ça n'a rien à voir, hein, un peu comme Luther qui a posé la langue allemande dans ses travaux hein, sur la Bible, etc. Bon, ça n'a rien à voir, mais c'est pour comparer. Il y a eu là une espèce autant unification politique, mais aussi linguistique, qui est absolument très important, politique, beaucoup très important pendant le 19e. En fait, c'est le mouvement romantique allemand qui a commencé par le mouvement de Sturm und Drang, hein, et ça j'en parlerai parce qu'en fait je vais, disons, un peu développer le romantisme européen et entre autres le romantisme allemand. Mais en fait, il y avait, et ça c'est parti de l'Angleterre, hein, c'est parti d'un fait littéraire, hein, d'un engouement terrible pour une épopée écossaise qui s'appelait l'épopée d'Ossian. Et en fait, il y avait la conviction partagée
que la première langue de l'humanité était la poésie. Dans les balbutiements de l'humanité, spontanément, l'homme chantait, faisait de la poésie et communiquait avec Dieu ou avec les dieux. Et en fait, l'impulsion fondamentale qui a été donnée en Allemagne pour ses recherches sur l'origine des langues populaires, parce que c'est très important, c'est la langue du peuple. Et c'est Herder. C'est Herder qui a lancé ce grand mouvement de recherche donc, sur l'origine de la langue et qui pour lui était, ça venait du peuple. Alors derrière il y a Rousseau, le primitivisme, la valorisation du primitivisme, et à partir des, je résume, et à partir comment dirais-je, de l'œuvre d'Herder, il s'est développé des recherches philologiques extrêmement pointues, et les auteurs des contes, la Grimm, c'était des grands philologues, et ils ont fait un dictionnaire qui fait toujours autorité. C'est parti, à mon avis, cet engouement pour l'origine des langues, pour les langues, pour ce que disait Michel, et puis il y a eu aussi, pour revenir spécifiquement à la Grèce, Winkelmann, le théoricien, celui qui a été à l'origine du néoclassicisme en peinture. Il a inauguré une sorte de retour à la Grèce, à l'art grec, à la beauté grecque, à l'idéal grec, en même temps qu'il y avait le romantisme, parce qu'en Allemagne, le romantisme, a cohabité, coexistence pacifique, avec le classicisme de Goethe, entre autres, parce que Goethe était un tenant justement de la Grèce, un amoureux de la Grèce. Alors, évidemment, il y a aussi l'élément philosophique qui était important, puisque Hegel, par exemple, avait beaucoup revalorisé les philosophies de l'Antiquité, et il utilisait beaucoup Aristote, avant d'avoir cette édition d'ailleurs. Ça a peut-être aussi suscité le besoin d'avoir une meilleure édition. Il y avait un intérêt philosophique aussi pour les philosophies de l'Antiquité en Allemagne. Qui n'était pas ce désir d'approfondissement des philosophies de l'Antiquité ne se trouvait pas partout. Quand on voit la légèreté avec laquelle certains philosophes français utilisent les philosophes d'Antiquité, bon, c'est vraiment, on se contente justement de la plus grande superficialité, alors que là non. Hegel, je pense, a dû donner aussi ce désir de savoir ce qu'il en était exactement quand même, je crois. Peut ajouter ça. Alors pourquoi j'ai commencé par la théorie de la connaissance? Eh bien, figure-toi que je voulais commencer par la métaphysique au sens de ce savoir le plus général, et puis après on va investiguer ces parties. Mais je me suis rendu compte que introduire les concepts de la métaphysique, c'est tellement compliqué. Enfin, je veux dire, il y a tellement de choses, ça suppose tellement d'autres choses qu'il vaut mieux les introduire par le biais de la théorie de la connaissance. Et par exemple, on va arriver à la notion de substance par l'intermédiaire du sujet. Et on va voir les catégories telles qu'elles sont données dans l'ouvrage qui s'appelle Les catégories, alors que dans la métaphysique, les catégories, c'est un enjeu vraiment important de la pensée, mais il vaut mieux les voir d'abord telles qu'elles sont énoncées dans les ouvrages de théorie de la connaissance, parce que c'est beaucoup plus didactique, parce que justement, c'est là qu'Aristote les met en place explicitement. C'est là qu'il dit voilà à quoi ça correspond, comment ça se définit, pourquoi on distingue ça comme ça. Et puis dans la métaphysique, c'est supposé connu. Donc c'est plus commode quand même. Voilà. Tout est clair jusqu'ici. À la semaine prochaine.